30 minutes avant l'heure où je devais remonter l'allée, mon futur beau-frère m'a fourré un document juridique sous le nez. C'était un contrat familial exigeant que l'intégralité de mon salaire à 6 chiffres soit placée sous son contrôle pendant que je les servirais lors des dîners du dimanche comme une domestique. Mon fiancé se tenait dans un coin et me chuchotait de simplement signer. Alors, j'ai fait exactement ce que toute femme qui se respecte ferait. J'ai jeté ma bague de fiançailles de $40 000 dans un verre de champagne, j'ai saisi le micro du DJ et j'ai annulé le mariage devant 300 invités de l'élite. À minuit, j'avais 68 appels manqués d'une famille qui allait bientôt apprendre que je possédais secrètement le toit même sous lequel ils vivaient. Je m'appelle Naomi et j'ai 32 ans. Avant de vous expliquer exactement comment j'ai méthodiquement démantelé tous leurs faux empires, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous croyez qu'il faut sortir les poubelles. Le matin de mon mariage était censé être le point culminant d'un conte de fées. J'étais assise dans la vaste suite nuptiale de l'hôtel le plus luxueux et le plus cher. L'air sentait les roses blanches fraîches et la laque coûteuse. Mon peignoir en soie sur mesure drapait parfaitement mes épaules. En tant que directrice de la gestion des risques de 32 ans dans une importante société de capital investissement, j'avais l'habitude de gérer des situations de haute pression. J'ai bâti ma fortune discrètement. Je venais d'un quartier populaire et je n'ai jamais ressenti le besoin de me vanter de mes portefeuilles d'investissement ou de mes bonus d'entreprise. Julien, mon fiancé, venait d'une famille qui aimait projeter une image de richesse générationnelle. Il portait des marques de créateurs, citait des noms influents dans les country clubs et parlait constamment de leur héritage familial. Ils m'ont toujours regardé de haut. Ils me traitaient comme un cas social que Julien sauvait des quartiers défavorisés. J'ai toléré leur micro-agression parce que je l'aimais, et il me promettait toujours que nous construirions notre propre vie loin de sa mère envahissante et de sa sœur dominatrice, Vanessa. J'étais en train de retoucher mon rouge à lèvres quand la lourde porte en chêne de la suite nuptiale s'est ouverte brusquement. Personne n'a frappé. Vanessa a fait irruption dans la pièce portant une robe couleur champagne qui ressemblait beaucoup trop à une robe de mariée. Juste derrière elle se trouvait son mari, Tran. Tran était un avocat d'affaires blanc de 40 ans qui s'était marié dans la famille et s'était en quelque sorte autoproclamé chef suprême de leurs finances. Il entrait toujours dans les pièces le torse bombé, agissant comme s'il était la personne la plus intelligente au monde. Julien les suivait, regardant le sol, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Je me suis retourné sur mon tabouret en velours. Je leur ai demandé ce qui se passait puisque la cérémonie commençait dans exactement 30 minutes. Vanessa ne souriait pas. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec un mépris pur. Tran s'est avancé et a jeté nonchalamment une épaisse chemise de carton sur ma table de maquillage, juste au-dessus de mes cosmétiques de luxe. Elle a atterri avec un claquement sonore. Tran a ajusté sa cravate coûteuse et m'a regardé de haut. Il s'est raclé la gorge et a utilisé ce ton condescendant qu'il réservait aux personnes qu'il jugeait incultes. Il m'a dit qu'avant que je remonte cette allée, il y avait une dernière affaire familiale à régler. Il a appelé cela un contrat familial. J'ai fixé la chemise et j'ai demandé ce qu'il entendait par contrat familial car Julien et moi avions déjà convenu que nous n'avions pas besoin de contrat de mariage. Vanessa s'est approchée et a ricané. Elle m'a dit que ce n'était pas un contrat de mariage. Elle a dit que c'était un code de conduite pour entrer par mariage dans leur prestigieuse famille. Elle a dit qu'ils avaient des règles et des attentes pour les personnes extérieures. J'ai ouvert la chemise. Le jargon juridique était dense, mais mes yeux ont rapidement parcouru les clauses. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes, mais j'ai gardé un visage totalement impassible. Le contrat stipulait explicitement qu'au moment du mariage, l'intégralité de mon salaire devait être déposée directement dans une fiducie familiale ou une fiducie gérée exclusivement par Tran. Il contenait également une clause sur le mode de vie stipulant que j'étais responsable d'organiser et de cuisiner les dîners du dimanche pour toute la famille élargie chaque semaine. Il dictait que tout achat immobilier, y compris la maison que je venais d'acheter avec mon propre argent, serait automatiquement transféré dans le portefeuille familial. J'ai levé les yeux des papiers et j'ai fixé Tran. Je lui ai demandé si c'était une sorte de plaisanterie de mauvais goût. Tran a ri sèchement et a secoué la tête. Il s'est appuyé contre la coiffeuse et a croisé les chevilles. Il m'a dit que je devais me calmer et écouter la raison. Il a dit qu'il savait que je venais d'un milieu où les gens ne comprenaient pas la gestion de patrimoine ou la protection des actifs. Il a même utilisé ses mains pour faire de petits gestes comme s'il expliquait des mathématiques de base à un tout petit.
Il a dit que la richesse des Noirs se perd facilement lorsqu'elle n'est pas consolidée et gérée par quelqu'un ayant les compétences juridiques et financières appropriées. Il a dit qu'il me faisait une faveur en m'enlevant le fardeau de la planification financière pour que je puisse me concentrer sur mon rôle d'épouse dévouée pour Julian et servir la famille. L'audace pure de cet homme m'expliquant la gestion de patrimoine était ahurissante. Vanessa est intervenue d'une voix mielleuse. Elle a dit que signer était le seul moyen de prouver que je n'étais pas une chercheuse d'or. J'ai lentement tourné mon regard vers Julian. L'homme que j'étais censé épouser se cachait dans le coin. Je lui ai demandé s'il était au courant de ce contrat. Julian a dégluti péniblement et a fait un pas en avant. Il m'a regardé dans les yeux et m'a chuchoté de simplement signer pour préserver la paix. Il pensait vraiment avoir piégé une pauvre fille désespérée. Il n'avait aucune idée de qui il traitait. Le silence dans la suite nuptiale était lourd et étouffant. Le brouillard s'est complètement dissipé de mes yeux. J'avais trouvé des excuses pour Julian. Je me disais qu'il était simplement loyal envers sa famille et que sa mère et sa sœur étaient simplement surprotectrices. Mais debout là, regardant ce contrat familial imprimé exigeant mon salaire et ma maison, j'ai réalisé que je n'épousais pas un homme. J'étais en train d'être acquise par une corporation parasite. Julian n'était que l'appât qu'ils utilisaient pour ferrer une nouvelle source de financement. Ils ont vu ma réussite, mes comptes bancaires et ma cote de crédit, et ont décidé que j'allais être leur prochain actif. J'ai regardé ma main gauche. À mon annulaire se trouvait un diamant parfait de 3 carats. Julian adorait se vanter auprès de ses amis d'avoir dépensé 40 000 $ pour cette bague. Ce que ses amis ne savaient pas, c'est que la bijouterie avait vérifié mon crédit pour approuver le financement parce que son ratio d'endettement était un désastre. J'ai tendu la main vers le plateau en argent posé sur la coiffeuse. Il y avait un verre en cristal rempli d'un champagne millésimé coûteux. J'ai lentement fait glisser la bague en diamant de mon doigt. Le métal a semblé instantanément froid en quittant ma peau. Je l'ai tenu au-dessus du verre. Julian a fait un pas en avant, les yeux écarquillés par la panique. Il m'a demandé ce que je faisais et sa voix a fini par dérailler. Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste ouvert les doigts et laissé tomber la bague. Elle a frappé le fond du verre à champagne en cristal avec un tintement sec et définitif. Les bulles ont immédiatement englouti le diamant. Vanessa a eu un hoquet de surprise et a porté la main à sa poitrine comme si je venais de commettre un crime. Trans s'est redressé et son expression hautaine a fini par vaciller. Il m'a dit que je faisais une énorme erreur et que j'agissais de manière émotionnelle et irrationnelle. J'ai soulevé la jupe en soie de ma robe de mariée sur mesure. J'ai regardé Tran droit dans les yeux et je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi rationnel de toute ma vie. J'ai tourné le dos à tous les trois et je me suis dirigé vers la lourde porte en chêne. Julian s'est précipité derrière moi, me suppliant de m'arrêter et disant que nous pouvions en parler et négocier les termes. Je suis sorti dans le couloir sans regarder en arrière. Le couloir était bordé d'énormes arrangements floraux d'hydrangeas blancs et d'orchidées que j'avais payés de ma propre poche. Mes demoiselles d'honneur attendaient près de l'ascenseur, mais je suis passé devant elles. Je les ai ignorées. J'avais une vision en tunnel. J'ai poussé les doubles portes menant à la salle de bal principale. 300 des invités les plus prestigieux de la ville discutaient, prenaient place et sirotaient des cocktails. J'ai vu sa famille élargie occuper toute la section avant, l'air incroyablement satisfait d'eux-mêmes. Le DJ était sur la scène principale pour un test de micro. J'ai remonté l'allée centrale. Toutes les têtes ont commencé à se tourner. Le murmure sourd de centaines de conversations s'est lentement éteint alors que les gens remarquaient la mariée marchant seule avant même que la musique n'ait commencé. J'ai atteint la scène et j'y suis monté. Le DJ m'a regardé avec un sourire confus et a essayé de demander si nous commencions en avance. J'ai pris le micro de sa main. Le Larsen a sifflé une seconde avant de s'installer dans un silence net. 300 visages me fixaient. J'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais totalement puissante. J'ai parlé clairement dans le micro. J'ai souhaité la bienvenue à tout le monde et je les ai remerciés d'être venus célébrer ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. J'ai vu Julian faire irruption par les portes arrière de la salle de bal avec Tran et Vanessa juste derrière lui. Ils se sont figés en me voyant sur scène. J'ai gardé une voix parfaitement calme et assurée. J'ai annoncé que malheureusement, il n'y aurait pas de mariage aujourd'hui. Le halètement collectif de la foule a résonné sous les plafonds voûtés. J'ai expliqué qu'il y a 30 minutes, mon fiancé et sa famille m'avaient présenté un contrat juridiquement contraignant.
J'ai dit à l'Assemblée que ce contrat exigeait que l'intégralité de mon salaire à 6 chiffres soit remise à une fiducie contrôlée par son beau-frère et que je cède le titre de propriété de ma maison. J'ai regardé les visages de mes clients et collègues d'entreprise passer du choc au dégoût absolu. J'ai regardé directement sa mère, Loretta, qui était assise au premier rang. Sa mâchoire était pratiquement tombée par terre. Je me suis adressé directement à elle et à sa famille. Je leur ai dit que j'avais bâti ma fortune à partir de rien et que je refusais d'être liquidé pour financer leur faux style de vie. J'ai dit aux invités de profiter du bar ouvert et du repas à 5 services parce que j'avais déjà tout payé en totalité. J'ai posé le micro sur la table du DJ. Il a atterri avec un bruit sourd. Personne n'a dit un mot. Le silence dans cette immense salle de bal était assourdissant. J'ai descendu les marches latérales de la scène et me suis dirigé droit vers la sortie de secours. Je suis sorti dans l'air frais de l'après-midi. Le voiturier a apporté ma voiture. Je me suis installé au volant de ma berline importée, portant toujours mon énorme robe de mariée blanche. Je me suis engagé sur l'autoroute. Le trajet vers la maison a été incroyablement paisible. Pour la première fois en 2 ans, ma poitrine me semblait totalement légère. Je n'ai pas versé une seule larme. Quand je me suis garé dans l'allée de ma maison, j'ai enfin regardé mon téléphone posé dans le porte-gobelet. L'écran était illuminé de notifications. J'avais 68 appels manqués. La plupart venaient de Julian, mais il y en avait des dizaines de Loretta et Vanessa. Ils pensaient pouvoir m'intimider pour me soumettre, mais ils venaient de réveiller un géant endormi. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée sans encombre et je suis entré dans ma belle et calme maison. Je savais que la guerre était loin d'être terminée. Je me suis réveillé le lendemain matin me sentant plus reposé que je ne l'avais été depuis des années. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres allant du sol au plafond de ma chambre principale. Ma maison était un sanctuaire moderne que j'avais acheté et entièrement payé avec mon propre argent durement gagné. C'était une propriété de 1,2 million de dollars dans une communauté fermée. J'en avais conçu chaque centimètre pour qu'elle soit mon havre de paix. Je me suis étiré sur mes draps de soie et j'ai profité du silence absolu d'un dimanche matin. Je suis resté allongé un moment en pensant à la façon dont j'avais évité de justesse de faire la plus grande erreur de ma vie. Mais la paix n'a pas duré longtemps. J'ai entendu le son étouffé de voix venant d'en bas. Au début, j'ai cru avoir laissé la télévision allumée dans le salon la veille, mais les voix étaient distinctes et elles se disputaient. Puis j'ai entendu le son indubitable d'une de mes lourdes tasses à café en céramique frappant le comptoir en granit de ma cuisine. Mon cœur a raté un battement, mais je n'ai pas paniqué. Je suis sorti du lit et j'ai enroulé mon épais peignoir en velours autour de ma taille. J'ai descendu doucement l'escalier flottant en chaîne. En atteignant la dernière marche, les voix sont devenues claires. C'était Vanessa et Tran, et Julian était avec eux. J'ai tourné le coin pour entrer dans ma cuisine de chef sur mesure. Je n'en croyais pas mes yeux. Vanessa était assise sur l'un de mes tabourets de bar en cuir importé, feuilletant nonchalamment un magazine qu'elle avait trouvé sur ma table basse. Elle portait une tenue de sport coûteuse, comme si elle venait de sortir d'un cours de pilates. Tran se tenait près de ma machine à expresso, se versant une tasse fraîche de mon café importé coûteux. Julian faisait les 100 pas sur mon plancher de bois franc, l'air incroyablement anxieux. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je leur ai demandé comment ils étaient entrés chez moi. Julian a arrêté de marcher et a regardé ses chaussures. Il a marmonné qu'il avait toujours le double de clé d'urgence que je lui avais donné l'année dernière. J'ai ressenti une vague de colère, mais j'ai gardé un visage totalement neutre. Je leur ai dit qu'ils étaient en violation de domicile et qu'ils devaient partir immédiatement. Tran a ri et a pris une longue gorgée de son café. Il s'est approché du grand îlot en marbre au centre de ma cuisine. Il a frappé du poing si fort que le café a débordé du bord de la tasse et a taché la pierre blanche immaculée. Il m'a dit que je n'étais pas en position de donner des ordres. Son visage était rouge et les veines de son cou saillaient. Il avait l'air absolument ridicule debout dans ma cuisine à essayer de m'intimider. Il m'a dit que mon petit numéro au lieu du mariage avait coûté une fortune à la famille et avait totalement détruit leur position sociale. Il a exigé que je leur signe un chèque de 150 000 $ là, sur le champ. Il a appelé cela une compensation pour dommages. Je l'ai fixé et j'ai demandé de quel dommage il parlait puisque c'était moi qui avais payé l'intégralité du mariage avec mes propres comptes. Vanessa a claqué son magazine sur le comptoir. Elle m'a foudroyé du regard avec une haine pure dans les yeux.
Elle a dit que j'avais humilié sa mère et que j'avais tourné l'héritage familial en dérision devant toute la ville. Elle a dit que leur réputation était irrémédiablement endommagée et que les gens de leur église commençaient déjà à cancaner sur eux. Elle a dit que l'argent servait à couvrir le préjudice moral et le coût de la gestion du cauchemar de relations publiques que j'avais créé. J'ai failli rire aux éclats devant tant de délire. Il croyait vraiment être une sorte de royauté dont l'image publique exigeait une compensation financière de ma part. Tran a pointé son doigt agressivement vers mon visage. Il s'est approché et a utilisé sa voix d'avocat en espérant m'effrayer. Il a menacé de lâcher tout son cabinet d'avocats d'affaires contre moi. Il a dit qu'il déposerait tellement de poursuites contre moi que je passerais le reste de ma vie piégé dans des dépositions et des salles d'audience. Il a dit qu'il me poursuivrait pour rupture de contrat verbal, pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et pour dommages financiers liés à l'annulation du mariage. Il s'est vanté que son cabinet avait les ressources pour me saigner à blanc. Il a promis de geler mes comptes bancaires et de ruiner ma cote de crédit. Il m'a dit qu'il veillerait personnellement à ce que je sois poursuivi jusqu'à la faillite et forcé de vendre cette magnifique maison juste pour payer mes frais juridiques. Il a ricané et m'a dit qu'une fille de mon milieu ne pourrait jamais gagner une bataille juridique contre un homme comme lui. Il a dit que je n'étais absolument pas de taille. Je n'ai pas bronché. Je l'ai laissé finir son petit monologue. Puis Julien s'est avancé et a essayé de jouer le rôle du pacificateur blessé. Julien m'a regardé avec des yeux de chien battu pour essayer de manipuler mes émotions. Il m'a dit que j'agissais comme une folle et que j'étais émotionnellement instable. Il a dit que j'avais complètement embarrassé l'héritage familial et montré mon vrai visage au monde. Il a essayé de me manipuler psychologiquement là, dans ma propre cuisine. Il a dit que si j'avais juste signé le contrat familial, rien de tout cela n'arriverait et nous serions en lune de miel. Il m'a dit que je devais des excuses massives à sa mère pour l'avoir offensé devant tous ses amis et ses pairs. Il a dit que si je payais les 150 000 $, il serait peut-être prêt à me pardonner et à me reprendre. Il pensait réellement me faire une faveur en proposant de m'épouser encore après que j'ai payé leur rançon. Il me regardait comme si je devais lui être reconnaissante de sa clémence. Il se tenait là, attendant que je m'effondre en larmes. Il s'attendait à ce que je panique face à la menace de poursuite judiciaire et que je leur signe un chèque juste pour qu'ils s'en aillent. Il pensait m'avoir acculé. Tran a croisé les bras et m'a regardé avec un sourire narquois et satisfait. Vanessa a repris son magazine, agissant comme si l'affaire était déjà réglée et qu'elle attendait simplement son argent. Julien a tendu la main comme pour me réconforter. J'ai regardé les trois individus debout chez moi, buvant mon café et menaçant mes moyens de subsistance. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement cupides. Ils étaient dangereusement délirants. Ils croyaient sincèrement qu'ils avaient droit à mon argent, ma propriété et ma vie. Ils pensaient pouvoir simplement entrer dans ma maison et prendre tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils me considéraient comme une ressource plutôt que comme un être humain. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé le silence s'étirer. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas argumenté avec Tran au sujet de ces fausses poursuites. Je ne me suis pas défendu contre les manipulations ridicules de Julien. J'ai juste regardé le double de clés posé sur le comptoir. Je savais exactement quel allait être mon prochain mouvement, et ce ne serait pas de signer un chèque. J'ai réalisé qu'il était totalement inutile de raisonner avec eux. C'étaient des parasites qui s'étaient convaincus d'être les hôtes. Le seul langage que des gens comme Tran et Vanessa comprenaient était le pouvoir absolu et la preuve irréfutable. Je suis resté ferme dans ma propre cuisine et je les ai fixés avec une froideur qui a fini par faire perdre son sourire à Julien. La guerre était officiellement arrivée à ma porte, et j'étais plus que prête à rendre les coups. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti de la cuisine. J'entendais Tran ricaner derrière moi, murmurant à Vanessa que j'allais probablement à l'étage pour pleurer ou signer le chèque. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis allé directement dans mon bureau à domicile au bout du couloir. J'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon bureau et j'en ai sorti une épaisse et lourde chemise de carton. Je collectionnais ces documents depuis des semaines, depuis que j'avais remarqué le premier prélèvement étrange sur mes comptes. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai claqué la chemise sur l'îlot en marbre, juste à côté de la flaque de café renversée par Tran. Le bruit sourd a fait sursauter Julien physiquement. J'ai regardé Tran et je lui ai dit que s'il voulait parler de dommages financiers, nous devrions regarder les chiffres réels. J'ai ouvert la tache de la chemise et j'ai sorti une pile de relevés bancaires et de factures de cartes de crédit. Je les ai étalés sur le comptoir, m'assurant que chaque logo et chaque solde soient clairement visibles. J'ai pointé la première page surlignée.
J'ai dit à Tran qu'il exigeait 150 000 $ pour un mariage auquel sa famille n'avait pas contribué d'un seul centime. Vanessa a levé les yeux au ciel et a croisé les bras, disant « Julien a payé pour le traiteur haut de gamme et le dépôt pour la salle de luxe. » J'ai fait glisser un relevé de carte de crédit Platinum vers elle et je lui ai dit de lire le nom imprimé tout en haut. Elle s'est penchée et ses yeux ont parcouru le papier. C'était mon nom. J'ai expliqué que son frère bien-aimé avait secrètement pris mes cartes de crédit secondaire dans mon coffre-fort et les avait utilisées au maximum pour payer sa part des frais de mariage. J'ai dit que Julien n'avait pas payé pour un seul hydrangea blanc ni pour une seule assiette de filet mignon. Il avait volé ma ligne de crédit pour financer le style de vie luxueux qu'ils voulaient tous afficher devant leurs amis du country club. Julien est devenu livide. Il s'est reculé contre mon réfrigérateur en acier inoxydable et a fixé le sol. Tran a regardé les relevés, puis a regardé Julien. Pour la première fois de la matinée, l'arrogant avocat d'affaires était totalement sans voix. Il a réalisé qu'il menaçait de me poursuivre pour de l'argent que j'avais déjà payé. J'ai pointé une autre déclaration et leur ai dit que Julien avait même utilisé ma carte pour payer le costume sur mesure qu'il portait hier et l'extravagant dîner de répétition qu'ils ont organisé vendredi soir. J'ai regardé Vanessa droit dans les yeux et lui ai dit que sa magnifique robe couleur champagne avait également été payée par moi parce que Julien avait passé ma carte dans la boutique de créateur. Vanessa a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Son visage a pris une teinte cramoisie alors qu'elle réalisait la situation. Elle a regardé son frère et a exigé de savoir si c'était vrai. Julien a marmonné quelque chose entre ses dents sur son intention de me rembourser une fois que son entreprise de conseil aurait décollé. J'ai ri d'un rire sec et creux. Je leur ai dit que son entreprise était une société écran fictive qui n'avait pas généré un seul dollar de profit en 3 ans. J'ai dit à Tran que s'il voulait impliquer ses avocats d'affaires, il devrait commencer par rédiger une défense pénale pour son beau-frère pour fraude à la carte bancaire et vol d'identité. Je leur ai dit que j'avais déjà signalé les débits non autorisés au service des fraudes et que la banque lancerait une enquête fédérale complète d'ici lundi matin. La dynamique de pouvoir dans ma cuisine a complètement basculé. Ils étaient entrés en agissant comme des propriétaires collectant un loyer, mais maintenant ils ressemblaient à de petits voleurs pris en flagrant délit en plein jour. À ce moment précis, mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur le comptoir en granit. Ce n'était pas juste un seul appel, c'était un bourdonnement continu et incessant qui s'entrechoquait contre la surface de pierre. L'écran s'est éclairé avec des dizaines de notifications de SMS affluant les unes après les autres. Il était 10h15 ce dimanche matin. Je savais exactement où se trouvait sa mère, Loretta. Elle était assise au premier rang de la plus grande méga-church de notre ville. J'ai pris mon téléphone et déverrouillé l'écran. J'avais 20 nouveaux messages textes et 5 messages vocaux en l'espace de 3 minutes. J'ai ouvert le premier message de la directrice de la chorale de l'église. Elle disait qu'elle priait pour mon âme troublée et espérait que je retrouverais mon chemin vers le Seigneur. J'ai ouvert un autre message de la femme du pasteur me proposant un conseil chrétien d'urgence pour ma grave dépression nerveuse. J'ai froncé les sourcils et cliqué sur un clip vidéo qu'un autre membre de l'église venait de m'envoyer depuis la diffusion en direct du service du dimanche. J'ai monté le volume au maximum pour que Tran, Vanessa et Julien puissent l'entendre parfaitement. L'audio résonnait clairement dans ma cuisine silencieuse. C'était la voix dramatique de leur mère, Loretta, résonnant à travers le système sonore massif de l'église pendant le segment des demandes de prière publique. Par le haut-parleur du téléphone, nous pouvions tous entendre ses faux sanglots et ses reniflements. Nous l'avons entendu dire à une congrégation de 2000 personnes qu'elle demandait des prières urgentes pour son fils précieux, Julien. Nous l'avons entendu dire que sa future belle-fille, Naomi, avait subi une rupture psychotique mentale tragique et soudaine sur le lieu du mariage. Elle a dit à toute l'église que j'étais devenue complètement folle, que j'avais jeté ma bague coûteuse et que je m'étais enfui de l'hôtel pour rejoindre un amant secret que je cachais depuis des mois. Elle s'est dépeinte comme la mère éplorée et Julien comme la victime innocente au cœur brisé. Elle a demandé à l'église de prier pour mon âme confuse et d'entourer sa famille d'amour et de dons financiers pendant cette période difficile et émouvante. La congrégation murmurait en signe d'accord compatissant à l'arrière-plan de la vidéo. La vidéo s'est terminée et ma cuisine est redevenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement continu des nouveaux messages. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir en granit et j'ai regardé les trois. Julien avait le culot d'avoir l'air embarrassé par la performance théâtrale de sa mère, mais Vanessa a réellement souri. Elle m'a dit que sa mère ne faisait que protéger le nom de famille et que j'aurais dû m'attendre à une stratégie de relations publiques après ce que j'avais fait au mariage.
Tran a croisé les bras et a hoché la tête en signe d'accord. Il a dit que la communauté de l'Église avait besoin d'un récit qu'elle puisse comprendre, et que mon instabilité mentale était l'explication la plus logique pour l'annulation d'un mariage de cette ampleur. Je n'ai pas crié et je ne leur ai rien jeté. J'ai simplement repris mon téléphone, tapé sur l'écran et composé le 911. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je l'ai reposé sur l'îlot. Le répartiteur d'urgence a répondu immédiatement, demandant le lieu de l'urgence. J'ai calmement énoncé mon adresse et dit au répartiteur que j'avais 3 intrus chez moi qui étaient entrés en utilisant une clé non autorisée et qui refusaient de partir. Julien a paniqué et s'est précipité vers le téléphone, mais j'ai écarté sa main d'un regard si tranchant qu'il a trébuché en arrière. Le répartiteur m'a assuré que 2 voitures de patrouille étaient en route. J'ai mis fin à l'appel. Tran a littéralement éclaté de rire. Il a rejeté la tête en arrière et a gloussé comme si je venais de raconter une blague hilarante lors d'un cocktail. Il a ajusté les poignets de sa chemise coûteuse faite sur mesure et m'a regardé avec une pure condescendance. Il m'a dit que je gaspillais les ressources de la ville et que je m'embarrassais encore plus. Il a dit que la police n'arrêtait pas les membres de la famille pour un différend matinal dans une résidence partagée. Il s'est tourné vers Julien et lui a tapoté le dos, lui disant de se détendre car c'était strictement une affaire civile. Tran s'est vanté de jouer au golf avec le capitaine du commissariat local et de savoir exactement comment parler aux forces de l'ordre. Il a dit que je n'étais qu'une femme noire émotive faisant une crise de colère et que les officiers verraient clair dans mon manège. Il croyait sincèrement que son privilège d'entreprise blanc était un bouclier magique qui lui donnait le droit de se tenir dans ma cuisine et de me terroriser. Nous sommes restés en silence pendant 10 minutes. Vanessa s'est remise à feuilleter son magazine, agissant comme si de rien n'était. Julien se rongeait les ongles, l'air terrifié. Quand le coup sourd a finalement résonné dans le couloir d'entrée, c'est Tran qui s'est avancé pour ouvrir la porte. Il l'a ouverte pour révéler 2 grands officiers de police. Tran a immédiatement adopté son personnage d'avocat. Il a souri chaleureusement, a tendu la main et s'est présenté en utilisant son titre complet de son prestigieux cabinet d'avocat. Il a parlé aux officiers d'une voix calme et grave, essayant d'établir une fraternité d'autorité. Il leur a dit qu'il n'y avait pas de véritable urgence ici. Il m'a désigné du doigt dans la cuisine et a soupiré lourdement. Il a dit aux officiers que j'étais la fiancée de son frère et que je traversais une grave crise de santé mentale. Il a dit que j'avais annulé le mariage hier et que j'essayais maintenant de mettre mon partenaire dehors de sa propre maison par méchanceté. Il a utilisé des mots comme « malentendu domestique » et « biens matrimoniaux partagés » pour faire croire à un divorce difficile plutôt qu'à une violation de domicile. L'officier le plus âgé a hoché la tête lentement, écoutant les mensonges fluides et assurés de Tran. Il m'a regardé et a demandé s'il s'agissait d'une résidence partagée et si Julien recevait du courrier ici. Julien a rapidement hoché la tête et a dit qu'il vivait ici avec moi. Tran a affiché son sourire suffisant et arrogant. Il a dit aux officiers qu'ils pouvaient s'en aller car la famille avait tout sous contrôle. Je suis sorti de derrière l'îlot de cuisine en tenant l'épaisse enveloppe Kraft que j'avais sortie plus tôt. Je me suis approché des officiers et je me suis calmement présenté. Je leur ai dit que je ne traversais pas de crise de santé mentale et que j'étais la seule propriétaire de cette propriété. Tran a levé les yeux au ciel et a dit aux officiers que je mentais et que nos 2 noms figuraient sur l'hypothèque. Il a insisté pour qu'ils vérifient les registres du comté s'ils voulaient une preuve. Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai simplement ouvert mon enveloppe et sorti l'acte de propriété original et les documents de titre officiel. Je les ai remis directement à l'officier le plus âgé. Je lui ai dit de regarder attentivement la section relative à la propriété. Tran a continué à ricaner jusqu'à ce que l'officier fronce les sourcils et lise le document à haute voix. La propriété n'était pas à mon nom, et elle n'était certainement pas au nom de Julien. Elle était enregistrée sous une société privée à responsabilité limitée. L'officier a levé les yeux et a demandé à qui appartenait la société. Je lui ai remis ma carte d'identité délivrée par l'État ainsi que les documents officiels du registre d'État prouvant que j'étais l'unique membre gérant et directrice générale de cette société à responsabilité limitée précise. J'ai expliqué que Julien n'avait jamais payé un seul versement hypothécaire. Il ne figurait sur aucun contrat de bail et il n'avait aucun droit légal d'être sur les lieux. J'ai dit aux officiers que Tran et Vanessa ne vivaient même pas dans ce quartier. Le plus jeune officier a regardé Tran et son expression s'est complètement durcie. L'attitude décontractée et amicale a disparu. Il a dit à Tran de s'éloigner de la porte.
Il s'est tourné vers les trois et a déclaré très clairement qu'ils s'introduisaient sans autorisation sur une propriété privée d'entreprise et qu'ils avaient exactement 2 minutes pour quitter les lieux avant d'être menottés et transportés à la prison du comté. Le visage de Trans est instantanément décomposé. Sa bouche est restée bée alors que son cerveau essayait de comprendre comment ces tactiques d'avocat blindé venaient d'échouer complètement. Vanessa a laissé tomber son magazine par terre et a commencé à se plaindre de l'injustice de la situation et du fait que j'étais un monstre pour leur faire ça. Julien s'est remis à pleurer, me suppliant de faire partir les officiers et promettant qu'il emballerait ses affaires plus tard. Les officiers n'étaient pas intéressés par leurs excuses. Ils sont entrés dans la maison et les ont physiquement dirigés vers la porte d'entrée. Le plus jeune officier a posé sa main fermement sur l'épaule de Tran et l'a poussé vers l'avant. Tran a essayé de se dégager, mais l'officier l'a saisi plus fort, l'avertissant de ne pas résister. Alors qu'ils étaient forcés de sortir sur mon porche, Tran s'est retourné pour me regarder. Son visage était déformé par une rage absolue. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas m'intimider dans ma propre maison, et il avait complètement perdu. Il m'a pointé du doigt alors qu'il se tenait sur mes marches d'entrée. Il a hurlé de toutes ses forces que j'allais payer pour ça. Il a hurlé qu'il ruinerait ma carrière et qu'il prendrait mon travail pour cette humiliation. J'ai juste souri et j'ai fermé ma lourde porte en chêne juste devant lui. Le clic du pêne dormant se verrouillant a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Le lundi matin est arrivé avec une brise fraîche. Je me suis réveillé tôt et j'ai suivi ma routine habituelle comme si le week-end chaotique n'avait jamais eu lieu. J'ai mis un costume gris anthracite ajusté et une paire de talons de créateur noir. J'ai conduit ma berline dans le parking souterrain de l'imposant gratte-ciel de verre qui abritait la société de capital investissement où je travaillais. En tant que directrice de la gestion des risques, j'étais habituée aux environnements à enjeux élevés. Je passais mes journées à analyser les vulnérabilités financières et à protéger des milliards de dollars d'actifs de clients. Je suis entré dans le grand hall en marbre, me sentant complètement concentré et prête à affronter la semaine. J'ai passé mon badge de sécurité au portillon et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 42e étage. Les portes de l'ascenseur ont glissé pour révéler la salle de marché bouillonnante et le murmure feutré de la vie d'entreprise aisée. J'ai descendu le long couloir vers mon bureau d'angle, m'attendant à trouver mon assistante m'attendant avec mon expresso du matin et une pile de dossiers d'information. Mais mon assistante n'était pas à son bureau. À sa place, une femme de grande taille en costume bleu marine se tenait juste devant la porte de mon bureau. C'était Sarah, la directrice principale des ressources humaines. Elle n'a pas souri en me voyant approcher. Elle se tenait les mains fermement jointes devant elle, tenant un épais bloc-notes juridique jaune. Je l'ai salué poliment et lui ai demandé s'il y avait une urgence avec l'un de nos clients corporatifs. Habituellement, elle n'attendait devant ma porte que lorsqu'une transaction majeure s'effondrait ou lorsque la volatilité du marché déclenchait une alarme interne. Sarah a secoué la tête et a gardé la voix très basse. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence client, mais que nous devions nous rendre immédiatement dans la salle de conférence principale. Elle a dit que le vice-président exécutif de la firme nous attendait. Mon estomac s'est légèrement noué, mais j'ai gardé une posture parfaitement droite. J'ai suivi Sarah dans le couloir et dans une grande salle de conseil aux parois de verre surplombant la ligne d'horizon de la ville. Assis en bout de l'immense table en acajou se trouvait mon patron, Grégory. Grégory était un homme plus âgé et sévère qui avait bâti sa carrière sur une intégrité absolue et une conformité stricte. Il avait l'air incroyablement grave. Il m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. La lourde porte en verre s'est verrouillée derrière moi, nous isolant tous les trois dans la salle insonorisée. Je me suis assise et j'ai posé mes mains avec grâce sur la table en bois poli. La vue de la ville animée en contrebas semblait totalement déconnectée de l'atmosphère tendue qui émanait des murs de cette salle de conseil d'entreprise isolée. Grégory a croisé les mains et m'a regardé avec une profonde déception dans les yeux. Il a dit qu'il m'avait toujours considéré comme l'un de ses directeurs les plus brillants et les plus dignes de confiance. Il a dit que mes modèles d'évaluation des risques avaient fait économiser des millions de dollars à la firme. Puis il a pris une profonde inspiration et a fait glisser un document imprimé sur la table vers moi. Il m'a dit que les ressources humaines et le conseil de conformité de l'entreprise avaient reçu un signalement anonyme de lanceur d'alerte très détaillé à 6 heures ce matin-là. Il a dit que le signalement était marqué comme urgent et avait été copié directement au conseil d'administration mondial. J'ai regardé le document. Il faisait plusieurs pages. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui l'avait envoyé. La formulation, le formatage juridique et le jargon corporatif spécifique étaient indéniables. C'était l'œuvre d'un avocat d'affaires chevronné.
C'était Tran qui mettait à exécution sa menace de ruiner ma carrière. J'ai demandé à Grégory ce que le document prétendait. Sarah a pris la parole à sa place, lisant ses notes sur son bloc jaune. Elle m'a dit que le signalement anonyme m'accusait de grave inconduite financière et de détournement de fonds d'entreprise. Elle a dit que le lanceur d'alerte affirmait que j'avais systématiquement détourné des fonds des portefeuilles de nos clients de taille moyenne au cours des 2 dernières années. Elle a dit que la plainte alléguait que j'avais transféré ces fonds volés vers une société écran privée pour acheter secrètement une propriété résidentielle de 1,2 million de dollars. L'air dans la salle de conseil a soudainement semblé très rare. Le détournement de fonds n'est pas seulement un motif de licenciement dans le monde du capital investissement, c'est un crime fédéral qui entraîne des décennies de prison. Tran n'essayait pas seulement de me faire licencier. Il essayait de me faire enquêter par les autorités fédérales et de m'enfermer dans une cage. Il voulait détruire ma liberté complètement parce que j'avais refusé de céder mon salaire au trust de sa famille. Il voulait me donner une leçon brutale sur la dynamique du pouvoir et s'assurer que je ne serais jamais capable de reconstruire ma vie. Grégory m'a regardé et m'a demandé si je possédais une propriété résidentielle enregistrée sous une société à responsabilité limitée. J'ai hoché la tête et lui ai dit que je possédais effectivement ma maison par l'intermédiaire d'une entité corporative privée. Grégory a soupiré lourdement et s'est adossé à sa chaise en cuir. Il a dit que le lanceur d'alerte avait fourni le nom légal exact de ma société et le prix d'achat exact de ma maison. Il a dit que l'informateur prétendait être un membre de la famille concernée d'un client qui avait remarqué des anomalies dans ses relevés trimestriels. Il a dit que le document indiquait explicitement que j'avais utilisé mon poste de directrice de la gestion des risques pour contourner les logiciels d'audit interne et cacher l'argent volé. J'ai lu attentivement l'email imprimé. Tran avait méticuleusement élaboré un récit qui semblait incroyablement plausible pour des régulateurs financiers. Il en savait assez sur l'intitulé de mon poste pour utiliser les bons mots-clés. Il a utilisé des expressions comme « manquement fiduciaire » et « réallocation d'actifs non autorisés ». Il a mis à profit son privilège blanc d'entreprise et son bagage juridique pour me faire passer pour une voleuse ordinaire. Il savait que la firme devrait prendre l'accusation au sérieux. Dans le monde agressif de la haute finance, le simple murmure de détournement de fonds suffit à anéantir complètement une réputation professionnelle et à déclencher des conséquences catastrophiques immédiates. Sarah m'a regardé avec un mélange de pitié et de détachement professionnel. Elle a expliqué le protocole strict de l'entreprise pour de telles situations. Elle m'a dit qu'avec effet immédiat, j'étais placé en congé administratif non payé en attendant un audit interne complet. Elle a dit que la firme était tenue par la loi fédérale de geler mes accès corporatifs, mes comptes d'entreprise et mon autorisation d'accès au bâtiment. Elle m'a dit qu'une équipe d'auditeurs externes allait saisir mon ordinateur de travail et mon téléphone d'entreprise pour passer au peigne fin toutes mes communications et mes transferts financiers. Elle a dit que si les auditeurs trouvaient ne serait-ce qu'une seule anomalie, ils remettraient le dossier aux autorités fédérales pour des poursuites pénales. Grégory s'est penché en avant et m'a dit à quel point il était profondément désolé d'en être arrivé là. Il a dit que ses mains étaient liées par le protocole. Il m'a demandé de lui remettre mon badge de sécurité et mon téléphone d'entreprise. Il m'a dit que je serais escorté hors du bâtiment par la sécurité de l'entreprise pour m'assurer qu'aucun document ne soit altéré. Il a dit qu'il m'était interdit de contacter des clients ou des collègues jusqu'à ce que l'enquête soit totalement terminée. Il s'attendait à ce que je panique. Il s'attendait à ce que je pleure et supplie pour mon travail ou que je me démène pour défendre mon innocence. Il n'avait aucune idée que j'avais passé la dernière décennie à construire des structures financières hermétiques. Chaque investissement que j'ai fait était méticuleusement documenté, lourdement taxé et entièrement légal. Tran supposait que ma richesse était sale parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une femme noire issue d'un milieu ouvrier puisse légalement accumuler autant de capital sans le voler. Il projetait son propre état d'esprit corrompu sur moi. J'ai lentement détaché mon badge de sécurité de mon revers et je l'ai posé sur la table. J'ai posé mon téléphone d'entreprise juste à côté. J'ai regardé Grégory droit dans les yeux et j'ai affiché un sourire calme et rassurant. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement la position de la firme et que je saluais l'audit. Je savais que plus Tran essayait de creuser ma tombe, plus il s'enterrait lui-même. La salle de conseil est restée totalement silencieuse quand j'ai fini de parler. J'ai demandé à Grégory et Sarah exactement 5 minutes pour leur montrer quelque chose avant qu'ils ne confisquent mes appareils et n'appellent la sécurité de l'entreprise. Grégory a regardé Sarah. Il a hésité parce que le protocole de l'entreprise interdisait strictement à un employé accusé d'accéder au réseau après une accusation de détournement de fonds. Mais j'avais gagné un profond respect pendant mon temps à la firme.
J'ai regardé Grégory dans les yeux et je lui ai dit que s'il me donnait 5 minutes, j'épargnerais à la firme un gaspillage massif de ressources et prouverais de manière concluante que le signalement du lanceur d'alerte était une attaque malveillante et frauduleuse. Grégory a finalement hoché la tête et m'a fait signe d'ouvrir mon ordinateur portable. J'ai soulevé l'écran et tapé mon mot de passe principal. L'écran a illuminé la sombre salle de conseil en acajou. Je ne me suis pas connecté au portail client de la firme. À la place, j'ai ouvert un dossier sécurisé et crypté sur ma partition personnelle. J'ai retourné l'ordinateur et je l'ai poussé sur la longue table pour que Grégory et Sarah puissent voir l'écran clairement. Je leur ai dit que je n'avais pas grandi avec un filet de sécurité ou un fonds fiduciaire familial. J'ai expliqué que pendant que d'autres étudiants allaient à des fêtes et achetaient des vêtements chers, je travaillais à 3 emplois et je plaçais chaque dollar économisé dans des actions technologiques émergentes et les premiers marchés de crypto-monnaies. J'ai pris d'énormes risques calculés quand j'étais jeune, et ces risques ont payé de manière exponentielle. Bien avant d'avoir franchi les portes de verre de cette firme, j'avais déjà construit un portefeuille personnel significatif. J'ai cliqué sur le premier document numérique. C'étaient les statuts de constitution de ma société privée à responsabilité limitée. J'ai souligné la date, elle avait été établie il y a 5 ans. J'ai cliqué sur le document suivant, qui était l'acte de propriété de ma maison de 1,2 million de dollars. Je leur ai montré que la maison avait été achetée entièrement en espèces en utilisant des fonds transférés directement de mon compte personnel de gestion de patrimoine. J'ai ouvert mes relevés de courtage personnel et leur ai montré les transferts bancaires exacts. J'ai dit à Grégory de faire correspondre les dates et les montants de l'achat de ma maison avec mes retraits personnels. La piste documentaire était totalement à l'épreuve des balles. Il n'y avait aucun mélange de fonds. Il n'y avait absolument aucun lien avec les portefeuilles des clients de taille moyenne que Tran avait mentionné dans son faux signalement. J'ai dit à Grégory que la personne qui avait envoyé cet email anonyme était le beau-frère de mon ancien fiancé. J'ai expliqué que j'avais annulé mon mariage il y a 2 jours parce que sa famille avait essayé de me forcer à accepter un contrat financier prédateur et qu'il se vengeait maintenant en tentant de détruire ma vie professionnelle. Grégory s'est penché en avant et a scruté l'écran. Ses yeux allaient et venaient sur les documents juridiques et les relevés bancaires. Sarah a sorti son téléphone et a rapidement accédé au logiciel de comptabilité interne de la firme. Elle a vérifié les portefeuilles clients spécifiques que le signalement anonyme prétendait que j'avais vidés. Après quelques minutes de silence atroce, Sarah a levé les yeux vers Grégory et a hoché la tête. Elle lui a dit que les comptes clients étaient parfaitement équilibrés et intacts. Chaque centime était exactement là où il était censé être. La tension dans la salle de conseil s'est évaporée instantanément. L'atmosphère lourde et étouffante a été remplacée par un sentiment profond de soulagement, puis par une colère qui montait rapidement. Grégory s'est rassis dans sa chaise et a pris une profonde inspiration. Son visage est devenu rouge, mais cette fois-ci, il n'était pas en colère contre moi. Il était absolument furieux que quelqu'un ait utilisé son département de conformité comme une arme pour mener une vendetta personnelle. Il m'a regardé et s'est excusé sincèrement de m'avoir fait subir cet interrogatoire. Il a dit que la firme avait une politique de tolérance zéro pour l'inconduite financière, mais qu'elle avait aussi une politique de tolérance zéro pour les rapports de lanceurs d'alerte frauduleux qui gaspillaient les ressources de l'entreprise et diffamaient ses cadres supérieurs. Grégory a dit à Sarah d'annuler immédiatement l'audit externe et de rétablir mon autorisation d'accès au bâtiment et mes accès corporatifs. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ordonné à Sarah de transmettre l'email anonyme à l'équipe de cybersécurité privée de la firme. Il a dit qu'ils allaient retracer l'adresse IP de l'expéditeur et remettre les données à notre agressif département de contentieux d'entreprise. Tran pensait être malin en soumettant un signalement anonyme, mais il s'apprêtait à affronter la colère d'une firme de capital investissement de plusieurs milliards de dollars. J'ai remercié Grégory pour sa confiance et j'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai reclipsé mon badge de sécurité à mon revers et j'ai remis mon téléphone d'entreprise dans ma poche. Sarah m'a souri chaleureusement et m'a dit de prendre le reste de la journée pour décompresser du stress, mais j'ai décliné l'offre. Je leur ai dit que j'avais un département à diriger et des portefeuilles de clients à protéger. Je suis sorti de la salle de conseil vitrée la tête haute. La courte marche pour retourner à mon bureau d'angle ressemblait à un tour d'honneur. Je me suis installé dans mon fauteuil de bureau ergonomique et j'ai regardé par les fenêtres allant du sol au plafond la ville tentaculaire. J'ai pris quelques minutes pour simplement respirer et me recentrer. J'avais survécu à une tentative d'assassinat corporatif ciblé sans verser une seule goutte de sueur. Mais il restait encore une petite question d'intendance financière dont je devais m'occuper avant de commencer ma journée de travail.
quand Julien et moi planifions le mariage, nous avions ouvert un compte chèque joint unique pour gérer les petites dépenses partagées comme les dépôts pour les fleurs et les frais de dégustation du traiteur. Je savais que Julien avait la carte de débit de ce compte dans son portefeuille. J'ai ouvert mon application bancaire personnelle sur mon téléphone et je me suis connecté. J'ai navigué jusqu'au tableau de bord du compte joint. J'ai regardé le solde disponible et j'ai souri d'un air moqueur. Julien avait utilisé cette carte de débit tout le week-end, essayant de noyer son chagrin dans des bars coûteux du centre-ville. Le solde du compte était exactement de 4 512 $. C'était entièrement mon argent, bien sûr, et je n'allais pas lui laisser ne serait-ce qu'une seule goutte de mes ressources. J'ai cliqué sur les paramètres du compte et j'ai immédiatement initié un gel total de la carte de débit. J'ai ensuite transféré 4 500 $ vers mon compte chèque principal, laissant le compte joint avec un solde de 12 $. Enfin, j'ai soumis une demande électronique à la banque pour retirer entièrement mon nom du compte, le rendant complètement inutile. Julien était maintenant coupé de chaque canal financier auquel il pensait avoir accès. Il ne pouvait pas utiliser mes cartes de crédit, et il ne pouvait pas utiliser le compte joint. Il était complètement fauché et entièrement dépendant de la famille qu'il prétendait être si riche et prestigieuse. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau et j'ai ouvert mes rapports du matin. La guerre corporative était gagnée et les liens financiers étaient rompus. Mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer parce que Tran et Vanessa n'avaient toujours aucune idée de ce qui les attendait dans leur précieux domaine familial. J'étais à peine revenu à mon bureau depuis 1 heure quand le voyant rouge de mon téléphone de bureau a commencé à clignoter. J'ai décroché le combiné, m'attendant à ce que ce soit Grégory pour assurer le suivi du chaos du matin. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix grave de Marcus, le chef de la sécurité du bâtiment. Il semblait incroyablement mal à l'aise. Il m'a dit qu'il avait une situation en bas dans le hall principal au rez-de-chaussée. Il a dit qu'un jeune homme et une femme plus âgés se tenaient à la réception en exigeant d'être conduits au 42e étage. Ils causaient un trouble important et refusaient de partir tant que je ne descendais pas leur parler. J'ai demandé à Marcus leur nom. Il m'a dit que l'homme prétendait être mon fiancé, Julien, et que la femme s'identifiait comme sa mère, Loretta. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai réalisé que Julien avait dû essayer d'acheter son café du matin et avait découvert que sa carte de débit était gelée. Au lieu d'agir comme un adulte, il avait couru directement chez sa mère et elle l'avait conduit à mon bureau corporatif pour faire une crise de colère. J'ai dit à Marcus que le mariage était annulé et que ces personnes n'avaient absolument aucune autorisation d'entrer dans le bâtiment. Marcus a soupiré lourdement. Il m'a dit qu'il commençait à attirer une foule importante. La femme hurlait à plein poumon et harcelait d'autres employés de l'entreprise. J'ai dit à Marcus que je ne descendrais pas dans le hall pour assister à leur cirque. Je lui ai ordonné de gérer la situation selon les protocoles standards de violation de propriété. J'ai raccroché le téléphone. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction d'une confrontation face à face, mais j'avais besoin de savoir exactement ce qu'ils faisaient. Je me suis connecté au réseau de sécurité interne du bâtiment. Mon habilitation me donnait accès à tous les flux de caméras en direct de l'installation. J'ai cliqué sur la caméra haute définition pointée directement sur le bureau de réception principal. La scène qui se jouait sur mon écran était absolument humiliante. Le grand hall en marbre de mon immeuble était habituellement un endroit calme rempli de cadres concentrés. À cet instant, cela ressemblait à une émission de télé-réalité. Julien se tenait près des portillons de sécurité, portant les vêtements d'hier, l'air complètement débraillé. Il agitait les bras et criait après la réceptionniste. À travers le flux audio, je pouvais entendre sa voix pleurnicharde résonner sur les murs de marbre. Il hurlait à propos d'une pension alimentaire et exigeait que je descende payer le contrat de location de sa voiture de luxe. Il disait à tout le monde dans le hall que j'avais volé son argent et gelé ses comptes bancaires, le laissant indigent. Il a réellement utilisé le mot pension alimentaire, alors que nous n'avions jamais été mariés. Le délire était stupéfiant. Mais Julien n'était même pas la pire partie du spectacle. Sa mère, Loretta, faisait les 100 pas devant les ascenseurs, livrant la performance de sa vie. Elle portait un chapeau d'église violet vif et un manteau trop grand. Elle saisissait les manches de professionnels de l'entreprise au hasard alors qu'ils essayaient de passer devant elle. Elle hurlait à quel point j'étais ingrate. Elle criait que j'avais oublié d'où je venais. Elle pointait le plafond du doigt et disait à tout le hall que j'étais une fille égoïste et arrogante qui refusait de payer sa taxe noire.
Elle disait à un groupe de banquiers perplexes que c'était une obligation culturelle pour une femme noire qui réussit de soutenir financièrement ses aînés et sa communauté. Elle disait que sa famille m'avait gracieusement accepté dans leur prestigieux héritage et que je leur devais une partie de mon salaire corporatif en signe de respect élémentaire. Elle hurlait que j'étais une honte pour mes racines parce que je refusais d'acheter une voiture à son fils et de rembourser les dettes de leur famille. L'embarras était intense. J'ai regardé plusieurs collègues et 2 clients importants d'un cabinet rival s'arrêter pour observer le vacarme. Les gens sortaient leur téléphone portable pour enregistrer la femme folle au chapeau violet et l'homme adulte pleurant pour une location de voiture. Ils essayaient intentionnellement de me honnir publiquement pour me soumettre. Ils pensaient que s'ils m'embarrassaient suffisamment devant mes riches collègues, je descendrais en courant leur remettre un chèque juste pour qu'ils s'en aillent tranquillement. Ils misaient sur ma peur de devenir un stéréotype corporatif. J'étais assise dans mon bureau d'angle calme, les regardant sur l'écran avec un détachement émotionnel complet. J'ai ressenti un bref éclair d'humiliation, mais il a été rapidement remplacé par une profonde pitié. Je n'allais pas les laisser utiliser ma race ou mes origines comme une arme pour m'extorquer. Le concept de la « taxe noire » était censé élever les communautés qui avaient été systématiquement marginalisées. Il n'était pas censé financer les styles de vie factices et somptueux d'hommes paresseux et de leurs mères manipulatrices. J'ai regardé l'écran alors que Marcus et 4 autres agents de sécurité finissaient par les entourer. Marcus s'est placé devant Julian et a désigné les portes vitrées rotatives. J'ai entendu Marcus leur dire fermement que la police avait été dépêchée et qu'ils avaient une dernière chance de quitter la propriété volontairement. Julian a immédiatement reculé, se cachant derrière sa mère comme un enfant effrayé. Loretta, cependant, a bombé le torse et a essayé de forcer le passage devant le chef de la sécurité. Elle criait qu'elle ne partirait pas avant d'avoir obtenu le respect et l'argent qu'elle méritait. Marcus n'a pas hésité. Il a fait signe aux autres gardes et ils ont physiquement flanqué les 2. Ils ont commencé à les faire reculer vers la sortie. Loretta a agité les bras et a renversé un grand cendrier argenté. Il s'est écrasé sur le sol en marbre avec un fort tintement métallique. Le hall a résonné de ces derniers cris dramatiques alors que les gardes les forçaient à passer les portes rotatives pour les emmener sur le trottoir. Le flux de la caméra les montrait debout sur le pavé, l'air complètement vaincu. Julian regardait le gratte-ciel massif, et Loretta ajustait son chapeau violet, essayant de regagner un semblant de dignité. J'ai tendu la main et fermé la fenêtre vidéo sur mon écran d'ordinateur. Mon bureau était redevenu parfaitement calme. J'ai pris une gorgée de mon eau et j'ai saisi mon stylo. Ils avaient essayé de me briser financièrement et socialement. Ils avaient échoué à chaque fois. Leurs tentatives désespérées pour me contrôler devenaient plus frénétiques et maladroites. Ils étaient à court d'argent, à court d'options, et à court de temps. Ils pensaient toujours se battre pour maintenir leur domination sur moi, mais ils ne réalisaient pas que le piège final était déjà tendu. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier sur mon bureau. Le grand barbecue familial dont ils se vantaient depuis des mois était prévu pour ce samedi à venir. Ils avaient invité tout le monde dans leur précieux domaine générationnel pour célébrer leur richesse et leur statut. J'ai souri et je me suis retourné vers mes dossiers de gestion des risques. Ils voulaient tellement un public, et j'allais m'assurer qu'ils obtiennent exactement ce qu'ils demandaient. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un profond sentiment d'accomplissement. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée et chaleureuse sur mon quartier. J'ai garé ma voiture dans mon garage et je suis entré dans ma maison calme. Le contraste entre le chaos que Julian et Loretta avaient apporté dans le hall de mon bureau et le silence paisible de ma maison était frappant. Je me suis versé un verre d'eau pétillante et j'ai décidé d'utiliser le reste de ma soirée pour effacer complètement toute trace restante de Julian de ma vie. Je suis monté à l'étage dans ma chambre d'amis, que Julian avait utilisé comme bureau de fortune pour son entreprise de conseil bidon. J'ai pris un grand sac poubelle et j'ai commencé à jeter ses cartes de visite bon marché, ses papiers éparpillés et ses bouteilles de boissons protéinées vides. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau et j'ai trouvé une vieille tablette argentée. C'était une tablette d'une ancienne génération que Julian avait cessé d'utiliser il y a des mois car il affirmait que l'écran était trop petit. Je l'ai prise et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, m'attendant à ce que la batterie soit vide. À ma surprise, l'écran s'est allumé immédiatement. Je me suis assise sur le bord du lit d'invité et j'ai déverrouillé l'appareil. Julian était incroyablement paresseux avec sa sécurité numérique, et son mot de passe était simplement son année de naissance. Je voulais effectuer une réinitialisation d'usine complète sur la tablette pour pouvoir en faire don à un programme scolaire local. Mais avant d'effacer le disque dur,
je devais m'assurer qu'il n'avait enregistré aucune de mes informations bancaires personnelles ou mes numéros de carte de crédit dans les paramètres de saisie automatique du navigateur web. J'ai ouvert son navigateur Internet et vérifié les mots de passe enregistrés. Heureusement, mes comptes n'étaient pas liés. J'allais aller dans le menu des paramètres quand j'ai remarqué une bulle de notification rouge flottant au-dessus de son application de messagerie. Elle indiquait qu'il avait des centaines de messages non lus. Normalement, je n'envahirais pas la vie privée de quelqu'un d'autre, mais Julien venait de passer la matinée à hurler à propos de pensions alimentaires dans mon hall d'entreprise, et son beau-frère venait de tenter de me piéger pour détournement de fonds fédéral. Tous les coups étaient permis. J'ai tapé sur l'icône de courrier, et la boîte de réception s'est chargée instantanément. J'ai tapé mon propre nom dans la barre de recherche juste pour voir s'ils avaient comploté contre moi. Quelques courriels banals sont apparus, principalement des reçus pour des choses qu'il avait achetées en utilisant mon argent. Mais ensuite, j'ai remarqué un dossier spécifique qu'il avait créé dans son menu latéral. Le dossier portait l'étiquette « Juridique urgent » et comportait une icône de drapeau rouge vif à côté. Mon instinct de directrice de la gestion des risques s'est immédiatement manifesté. J'ai tapé sur le dossier et un long fil de courriels transférés est apparu. Les expéditeurs étaient tous des membres de sa famille. Il y avait des messages de Tran, Vanessa et Loretta. J'ai ouvert le tout premier courriel de la chaîne qui datait d'il y a plus de 6 mois. L'objet disait « Avis de défaut et intention de saisie ». Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite alors que je lisais le corps du message. C'était une communication officielle d'une grande banque nationale adressée directement à Loretta et au trust familial. J'ai lu chaque mot sur cet écran lumineux. La vérité était absolument sidérante. Pendant tout le temps où je les avais connus, Julien et sa famille s'étaient constamment vantés de leur domaine générationnel. Ils l'appelaient leur héritage et leur symbole de statut ultime. C'était une maison massive, magnifique et historique dans un quartier chic qui, selon eux, avait été transmise, entièrement payée, par leurs grands-parents. Ils y organisaient des fêtes somptueuses et regardaient de haut quiconque louait un appartement ou vivait en banlieue. Mais le courriel de la banque racontait une histoire complètement différente. La maison n'était pas payée. En fait, ils avaient contracté une hypothèque inversée massive sur la propriété il y a des années pour financer leurs vêtements de marque et leur contrat de location de voitures de luxe. Et pire que cela, ils avaient complètement cessé de payer leurs impôts fonciers. Les documents joints au courriel montraient 3 années entières de pénalités d'impôts fonciers impayés. J'ai fait défiler jusqu'au courriel suivant de la chaîne. C'était un message paniqué de Vanessa à Tran, le suppliant de trouver une faille juridique pour arrêter le processus de saisie. Tran a répondu avec un long courriel arrogant expliquant que la banque n'était pas prête à négocier parce que la dette était trop élevée et leur score de crédit était complètement ruiné. Il écrivait qu'ils avaient besoin d'une injection massive de liquidité immédiatement, sinon le comté saisirait la propriété. J'ai continué à lire message après message. Le désespoir dans leurs mots était palpable. Ils se noyaient dans des dettes massives et n'avaient absolument aucun moyen de les rembourser. Ils étaient terrifiés à l'idée de perdre leur précieux héritage et d'être démasqués comme des imposteurs devant les fidèles de leur église et leurs amis du country club. Puis j'ai trouvé le courriel qui donnait tout son sens à la situation. C'était un message de Tran à Julien envoyé exactement 3 semaines après que Julien et moi nous soyons fiancés. Tran écrivait que mon salaire et mon score de crédit impeccable étaient la réponse à toutes leurs prières. Il joignait la première ébauche du « contrat familial ». Il disait explicitement à Julien qu'une fois qu'il m'aurait forcé à déposer mes revenus dans le trust familial, Tran utiliserait mes bonus corporatifs pour payer les impôts fonciers en souffrance et sauver le domaine. Tran suggérait même qu'il pourrait éventuellement me forcer à vendre ma propre maison et utiliser les capitaux propres pour couvrir le solde hypothécaire restant sur leur manoir. Ils n'avaient jamais voulu m'accueillir dans leur famille. Ils regardaient mon dur labeur, mon éducation et mes comptes bancaires et n'y voyaient rien d'autre qu'un plan de sauvetage financier. C'étaient des parasites en faillite essayant désespérément de s'attacher à un autre sein. J'ai transféré toute la chaîne de courriels sur mon serveur crypté personnel pour m'assurer d'avoir des copies de sauvegarde de chaque document juridique important. La lueur de la tablette illuminait ma chambre sombre alors que je réalisais l'ampleur absolue de leur tromperie. J'ai passé les 2 jours suivants à aller travailler et à ignorer complètement les messages vocaux frénétiques que Julien laissait sur mon registre d'appels bloqué. Mercredi après-midi, mon téléphone de bureau a sonné et c'était Grégory, mon patron, appelant de sa suite exécutive. Il m'a demandé d'ouvrir mes courriels et de regarder un message transféré qu'il venait de m'envoyer. J'ai cliqué sur la boîte de réception et j'ai vu une invitation numérique avec une bordure dorée brillante.
C'était une invitation au barbecue familial annuel organisé par Tran et Vanessa dans leur domaine générationnel ce samedi à venir. Mais Tran n'avait pas seulement invité la famille et les membres de l'église. Il avait utilisé son adresse de courriel de cabinet d'avocat d'affaires pour envoyer cette invitation à Grégory, à tout le conseil d'administration de ma société de capital investissement et à mes 3 clients ayant la valeur nette la plus élevée. Il avait rebaptisé leur barbecue d'arrière-cour en une rencontre de réseautage estivale exclusive et un gala philanthropique. J'ai lu le texte de l'invitation et mon sang s'est glacé. Tran avait écrit un long paragraphe poétique sur la façon dont sa famille choisissait d'aller de l'avant avec grâce et dignité après avoir vécu une tragédie émotionnelle récente. Il n'utilisait pas mon nom, mais l'implication était on ne peut plus claire. Il se peignait lui-même et sa famille comme les victimes aristocratiques et résilientes de ma prétendue dépression nerveuse. Il voulait que mon patron et mes clients viennent dans son manoir massif, boivent son alcool cher, et voient de leurs propres yeux l'incroyable richesse et le statut que j'avais prétendument rejeté. Il voulait qu'ils croient que j'étais instable et qu'il était le pilier de la stabilité corporative et financière. Il essayait d'orchestrer socialement ma chute professionnelle en poussant mes clients à remettre en question mon jugement. Grégory m'a demandé au téléphone si j'étais à l'aise avec sa présence et celle des clients à cet événement. Il a proposé de décliner l'invitation au nom de toute la firme si cela me permettait de me sentir plus en sécurité. J'ai souri et j'ai regardé l'invitation numérique sur mon écran. J'ai dit à Grégory que je voulais absolument qu'ils y assistent. Je lui ai dit que je serais là moi-même et que ce serait un événement de réseautage qu'il n'oublierait jamais. L'audace pure de Tran et Vanessa était presque impressionnante. Ils étaient littéralement à quelques semaines de voir leur maison historique saisie par le comté pour 3 ans d'impôts fonciers impayés. Ils n'avaient pas de liquidité et leur crédit était entièrement détruit. Pourtant, ils choisissaient activement d'organiser une fête massive et extravagante avec un traiteur haut de gamme et des bars ouverts. Ils pariaient double sur leur fausse réalité, espérant que s'ils projetaient assez de richesses, quelqu'un finirait par les renflouer. Ils espéraient probablement impressionner suffisamment l'un de mes clients milliardaires pour obtenir un prêt privé ou un contrat de conseil. C'était une ultime tentative de pouvoir désespérée et pathétique. Quand le samedi matin est enfin arrivé, je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps pour me préparer. Je ne voulais pas ressembler à une mariée au cœur brisé ou à une cadre d'entreprise stressée. Je voulais ressembler à la femme qui détenait le pouvoir absolu de détruire toute leur lignée. J'ai mis une robe en soie vert émeraude faite sur mesure qui drapait parfaitement mes courbes. Je l'ai assortie à des talons de créateur noirs élégants et une montre de luxe classique. Mes cheveux étaient coiffés dans un lissage impeccable et soyeux, et mon maquillage était discret, mais d'une précision redoutable. Je respirais l'argent. Pas l'argent bruyant, tapa accent grave-l'œil et alimenté par la dette que Julien et sa famille poursuivaient désespérément, mais une richesse générationnelle tranquille et intouchable. J'ai pris ma pochette en cuir et je suis allé jusqu'à ma voiture. Le trajet jusqu'au domaine a duré environ 45 minutes. Leur quartier était l'un des codes postaux les plus anciens et les plus prestigieux de l'État. Les rues étaient bordées de chênes massifs et de hautes grilles en fer. Je me suis arrêté à l'entrée de leur manoir colonial en briques tentaculaires. L'allée était bondée de véhicules de luxe. Tran avait même engagé un service de voiturier professionnel pour garer les voitures. J'ai baissé ma vitre et j'ai tendu mes clés à un jeune voiturier. Il m'a remis un ticket et a complimenté ma voiture. J'ai lissé ma robe en soie et j'ai remonté le long chemin de pierre vers les massives grilles en fer forgé qui menaient au jardin arrière. Je pouvais entendre le son d'un quatuor de jazz en direct se mélangeant aux basses lourdes d'une liste de lecture rhythm and blues pleine de soul. Ils avaient installé une tente blanche massive sur la pelouse arrière surplombant la grande piscine. J'ai franchi les grilles et j'ai contemplé ce spectacle ridicule. Le jardin était complètement transformé. Il y avait des serveurs qui circulaient avec des plateaux en argent remplis de champagne coûteux et d'amuse-gueule. Il y avait une station de grillade massive où un chef privé découpait un porc rôti entier et servait des coupes de bœuf de première qualité. Les fidèles de l'église locale étaient là, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, se mélangeant maladroitement avec les cadres d'entreprise affûtés de ma firme. J'ai balayé la foule du regard et j'ai immédiatement repéré Vanessa jouant le rôle de la parfaite hôtesse du Sud. Elle portait un chapeau à large bord et une robe d'été blanche vaporeuse, riant fort et touchant les bras des invités. Elle semblait si fière de son petit royaume, ignorant totalement que le sol sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. À quelques mètres de là, j'ai vu Tran tenant un verre en cristal rempli de bourbon ambré. Il se tenait dans un cercle avec 2 de mes clients corporatifs les plus lucratifs et mon patron, Grégory.
Tran faisait de grands gestes avec sa main libre, tenant Salon et agissant comme s'il était un capitaine d'industrie. Il était probablement en train de leur expliquer la gestion de patrimoine, tout comme il avait essayé de me l'expliquer dans la suite nuptiale. Il avait l'air tellement suffisant et à l'aise dans son luxe loué. Il pensait m'avoir acculé et m'avoir humilié au point de me cacher. Il s'attendait à ce que je reste à la maison à pleurer pendant qu'il me volait mon réseau professionnel. J'ai pris une grande inspiration de l'air chaud de l'été et je suis sorti de l'ombre de l'arche en brique pour entrer directement dans la lumière du soleil. Il était temps de leur montrer exactement qui ils avaient invité à leur petite célébration factice. Je me suis avancé pleinement sur la pelouse verte impeccablement entretenue. La lumière du soleil accrochait la soie émeraude de ma robe, la faisant miroiter à chaque pas que je faisais. Je marchais la tête haute et les épaules en arrière. Le clic sec de mes talons de créateur sur le chemin de pierre a attiré l'attention immédiate. Quelques personnes près de l'entrée ont cessé de parler. Le silence a commencé à se propager dans le jardin comme une onde physique. Le quatuor de jazz continuait de jouer, mais le bruit ambiant de la fête a chuté de manière significative. J'ai vu les têtes des dames de l'église pivoter dans ma direction. Elles portaient leurs robes d'été aux couleurs pastel et de grands chapeaux de soleil dramatiques. Elles se sont immédiatement penchées les unes vers les autres et ont commencé à chuchoter frénétiquement derrière leurs mains. Elles avaient entendu la demande de prière dramatique de Loretta concernant ma prétendue dépression nerveuse il y a quelques jours à peine. Elles s'attendaient pleinement à ce que je sois enfermé dans un service psychiatrique ou caché dans ma chambre, paralysé par la honte. Au lieu de cela, je traversais leur événement prestigieux avec une apparence parfaite et un air tout à fait serein. Vanessa se tenait près du massif bar extérieur quand elle a enfin remarqué le changement soudain dans la foule. Elle a tourné la tête et a croisé mon regard. Son faux sourire de parfaite hôtesse s'est évanoui instantanément. Son visage est devenu incroyablement pâle et sa poigne sur son verre de champagne en cristal s'est resserrée au point que j'ai cru qu'il allait se briser dans sa main. Je n'ai pas regardé Vanessa plus d'une seconde. J'ai gardé les yeux fixés sur le groupe debout près de la piscine étincelante. Tran était au milieu d'une phrase quand il m'a vu approcher. Sa bouche est restée ouverte et son visage est devenu rouge d'une colère profonde et immédiate. Il avait compté sur mon absence pour tisser sa toile de mensonges auprès de mes collègues corporatifs. J'ai marché directement vers le cercle d'hommes. Mon patron, Grégory, a souri largement et a tendu la main. J'ai serré sa main fermement et je l'ai salué. Les deux riches clients que je gérais ont également souri et m'ont salué avec un profond respect professionnel. Ils m'ont dit qu'ils étaient ravis que j'ai pu venir à cet événement de réseautage estival. Tran restait là, l'air complètement déconcerté. Il ne comprenait pas pourquoi mon patron et mes clients me traitaient avec une telle considération après qu'il ait tant essayé de détruire ma réputation. Il avait envoyé ce signalement anonyme pour détournement de fonds, s'attendant à ce que je sois licencié et définitivement déshonoré. Il ne savait pas que son faux rapport de lanceur d'alerte n'avait fait que consolider ma position au sein de la firme. Je me suis tourné vers Tran et j'ai affiché un sourire tout à fait doux et innocent. Je l'ai remercié pour la charmante invitation et je lui ai dit que son domaine historique était tout aussi magnifique que ce que décrivaient les registres fiscaux du comté. Tran a physiquement reculé comme si je venais de le gifler. Ses yeux se sont tournés nerveusement vers Grégory, mais Grégory était occupé à prendre une gorgée de sa boisson coûteuse, totalement inconscient de la menace massive que je venais de proférer. Du coin de l'œil, j'ai vu Julien émerger des grandes portes arrière du manoir. Il portait une chemise en lin serré et tenait une assiette de nourriture chaude. Il s'est arrêté net quand il m'a vu debout près de la piscine, entouré d'hommes puissants. Son assiette a penché et un gros morceau de pain de maïs a glissé pour atterrir directement sur l'herbe. Il avait l'air absolument misérable. Les cernes sombres et lourds sous ses yeux me disaient qu'il n'avait pas fermé l'œil depuis que j'avais gelé ses comptes et que je l'avais expulsé de ma vie. Il a fait un pas hésitant et tremblant vers moi, mais s'est ensuite arrêté. Il était trop lâche pour m'approcher devant sa famille et mes riches collègues. Il restait planté là à me regarder avec un mélange de profond regret et de peur totale. Avant que Julien ne puisse faire un mouvement, sa mère a décidé qu'il était temps d'intervenir personnellement. Loretta avait observé toute mon entrée depuis la terrasse en pierre ombragée. Elle n'allait absolument pas me laisser voler la vedette dans son précieux domaine générationnel. Elle a marché vers la table de service principale. Elle a saisi une assiette en carton bon marché et fragile et y a empilé la pire nourriture qu'elle ait pu trouver. Elle a mis des restes de viande brûlée, des macaronis desséchés et une grosse boule de salade de pommes de terre bon marché d'épicerie sur l'assiette.
Elle a traversé la pelouse vers moi avec une expression exagérée de fausse pitié profonde sur le visage. Les dames de l'église ont complètement cessé de chuchoter et se sont penchées pour regarder la confrontation à venir. Loretta s'est frayé un chemin en plein milieu du cercle de cadres d'entreprise. Elle a tendu l'assiette en carton vers moi et a soupiré assez fort pour que tout le monde aux alentours puisse l'entendre. Elle m'a regardé avec des yeux tristes et condescendants. Elle m'a dit qu'elle était tellement surprise de me voir hors de la maison étant donné ma grave fragilité mentale et mon instabilité émotionnelle. Elle a dit qu'elle savait que je luttais financièrement depuis l'annulation du mariage et qu'elle ne voulait pas que je reste affamée. Elle a poussé l'assiette en carton plus près de ma poitrine et m'a dit de la prendre parce que même les chiens errants ont besoin de manger quand ils s'aventurent sur la mauvaise propriété. Le manque de respect flagrant était spécifiquement conçu pour déclencher une réaction émotionnelle forte. Elle voulait désespérément que je crie ou que je lui arrache l'assiette des mains pour prouver à mon patron que j'étais complètement déséquilibré. Elle voulait m'humilier devant les personnes les plus puissantes que je connaissais. Les cadres autour de moi se sont figés. Grégory a froncé les sourcils et a regardé Loretta comme si elle avait complètement perdu la tête. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas baissé les yeux vers cette pathétique assiette de reste. J'ai regardé Loretta droit dans les yeux et j'ai laissé un sourire lent, délibéré et confiant s'étendre sur mon visage. Je lui ai dit que j'appréciais vraiment sa charité inutile, mais que je préférais manger de la nourriture qui était réellement payée. Je lui ai dit qu'il était incroyablement audacieux de sa part de servir des coupes de viande aussi chères sur une propriété qui saignait actuellement de 3 années entières d'impôts fonciers impayés. J'ai gardé ma voix parfaitement basse et calme pour que seules les personnes de notre cercle immédiat puissent entendre ces mots précis. Les bras de Loretta sont lentement retombés à ses côtés. L'assiette en carton s'inclina et la nourriture bon marché faillit se renverser sur ses chaussures. La fausse pitié sur son visage se transforma en une terreur absolue et pure. Sa mâchoire tremblait tandis qu'elle me fixait. Elle tourna les yeux vers Tran, cherchant une forme de réconfort ou de démenti. Tran avait l'air sur le point de s'évanouir juste à côté de sa précieuse piscine. Il comprit que j'avais lu ses emails privés et que je connaissais leurs secrets financiers les plus sombres. La reine était officiellement arrivée et l'exécution publique qu'ils pensaient organiser venait de se transformer en leur propre cauchemar absolu. Je m'éloignai de Loretta, la laissant complètement figée avec cette pitoyable assiette en carton remplie de restes dans ses mains tremblantes. Le groupe de jazz passa à un morceau instrumental entraînant qui correspondait parfaitement au rythme régulier de mon pouls. Je me dirigeai vers l'extrémité éloignée de la piscine où l'aménagement paysager dense et les hautées offrait une petite poche d'ombre et d'intimité loin de la pelouse bondée. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps pour que Tran vienne me courir après. C'était un avocat d'entreprise et toute sa carrière reposait sur une gestion rapide des dommages et sur l'intimidation des gens jusqu'à la soumission. Il avait désespérément besoin de me faire taire avant que je ne retourne voir mon patron, Grégory, et que je commence à citer les montants exacts en dollars de leur pénalité fiscale en retard. Je me tenais au bord de l'eau cristalline, observant la lumière vive du soleil d'été se refléter sur la surface ondulante. L'air sentait le parfum coûteux et la viande rôtie. Comme prévu, exactement 2 minutes plus tard, j'entendis le bruit lourd et rapide de chaussures en cuir coûteux traversant la terrasse en pierre juste derrière moi. Tran entra dans l'ombre des hautets. Il tenait son verre en cristal de Bourbon, mais ses jointures étaient complètement blanches à force de serrer si fort le verre épais. Il avait clairement utilisé la courte marche jusqu'à moi pour reconstruire rapidement son ego en ruine. Il bomba le torse et ajusta brusquement les revers de sa veste de costume de créateur, essayant de me dominer physiquement et d'utiliser sa taille comme une tactique d'intimidation. Il prit une lente gorgée de sa boisson sombre et laissa échapper un long soupir condescendant. Il me dit que mon petit commentaire là-bas à Loretta était incroyablement inapproprié et hautement non professionnel. Il dit qu'il comprenait que j'agissais sous le coup d'une profonde peine de cœur parce que Julien avait finalement rejeté mon comportement erratique, mais inventé des fantasmes fous sur leurs finances familiales privées franchissait une dangereuse ligne légale. Je ne dis pas un seul mot. Je restais simplement là, parfaitement immobile, le laissant creuser sa propre tombe. Tran se pencha un peu plus près, baissant la voix pour que les serveurs du traiteur qui passaient ne puissent pas l'entendre. Il balaya son bras libre en direction de l'immense manoir en briques et des vastes pelouses impeccablement entretenues. Il me demanda de regarder autour de moi et de vraiment prendre la mesure de l'ampleur de la propriété. Il me dit que cette maison représentait un héritage d'excellence et de prestige qui tenait bon depuis des générations avant même que je n'apparaisse. Il utilisa sa voix grave d'avocat pour expliquer que quelqu'un de mon milieu ouvrier spécifique ne pourrait jamais vraiment saisir les mécanismes complexes de la vraie richesse générationnelle.
Il dit que les gens comme moi qui travaillent dans des emplois d'entreprise ne comprennent que les comptes chèques basiques et les salaires bi-hebdomadaires. Il resta là et commença vraiment à m'expliquer la finance immobilière comme à une idiote. Il me dit que les familles sophistiquées à haute valeur nette utilisent souvent leurs actifs pour maximiser la liquidité du marché et que ce que j'avais stupidement pris pour de la dette était en réalité une stratégie fiscale de haut niveau orchestrée par des comptables de premier ordre. Il arbora ce sourire suffisant et exaspérant et dit qu'il ne pouvait pas attendre d'une simple directrice de gestion des risques qu'elle comprenne les manœuvres avancées des avocats d'entreprises d'élite et des familles historiques. Je le regardais simplement en silence total. L'arrogance pure et sans mélange de cet homme blanc debout sur la terrasse d'une maison saisie essayant d'expliquer la haute finance à une femme noire qui gérait littéralement des milliards de dollars en private equity était absolument stupéfiante. Il croyait vraiment à ses propres mensonges ridicules, ou il pensait simplement que j'étais assez stupide pour y tomber. Tran posa son verre de bourbon sur une table extérieure à proximité. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure et en sortit une feuille de papier nette et pliée. Il la déplia délibérément et l'aplatit contre la surface lisse en pierre de la table. Il replongea la main dans sa poche et en sortit un lourd stylo en argent, le posant soigneusement sur le document imprimé. Il me regarda avec une expression de fausse bienveillance, comme s'il était un roi accordant une grâce à un paysan. Il me dit qu'il était prêt à passer outre mes éclats émotionnels et à m'offrir un règlement généreux unique. Il dit que le document sur la table était un accord de non-divulgation standard. Il prit même le temps d'expliquer ce qu'était un accord de non-divulgation, en décomposant l'acronyme juridique, comme si je n'avais jamais entendu ce terme de toute ma vie professionnelle. Il me dit que si je signais le papier tout de suite et acceptais de quitter immédiatement la propriété sans parler à Grégory ni à aucun des riches clients d'entreprise, il autoriserait un virement direct de 10 000 $ sur mon compte bancaire d'ici lundi matin. Il dit que 10 000 $ était une somme massive pour une femme seule et que je pourrais l'utiliser pour prendre de belles vacances et guérir du traumatisme du mariage annulé. Il pointa le bas de la page et ajouta qu'il y avait une clause de confidentialité stricte stipulant que je ne devais plus jamais discuter publiquement ou en privé des finances familiales, du mariage annulé ou de la réputation personnelle de Julien. Tran ramassa le lourd stylo en argent et me le tendit. Il me dit d'être intelligente et de prendre l'accord avant qu'il ne change d'avis. Il dit que si je refusais son offre extrêmement généreuse, il s'assurerait que mon patron sache que j'étais mentalement instable et une responsabilité majeure pour l'entreprise. Il menaça de traîner mon nom dans la boue et de m'assurer que je sois blacklisté de toutes les grandes firmes de private equity de l'État. Il resta là à attendre que je tende des mains tremblantes, prenne le stylo et signe pour renoncer à mon droit de parole. Il pensait vraiment que 10 000 $ était une somme qui changeait une vie et qui achèterait mon silence et ma soumission totale. Il n'avait absolument aucune idée que je gagnais 10 000 $ de revenus passifs en dividendes chaque semaine pendant que je dormais. Je baissai les yeux sur la feuille de papier. La mise en page juridique était incroyablement bâclée et les termes étaient une blague absolue. Je ne pris pas le stylo de sa main tendue. Je ne décroisai même pas les bras. Je laissai passer quelques secondes de lourd silence entre nous juste pour laisser son anxiété monter. Je levai lentement mon regard et regardai Tran droit dans les yeux. La musique jazz live et le bavardage des invités semblèrent s'estomper en arrière-plan tandis que je me préparais à détruire systématiquement toute sa vision du monde. Je laissai échapper un rire authentique et complètement détendu. Ce n'était ni un gloussement nerveux ni un ricanement en colère, mais un rire profond et résonnant qui portait par-dessus la douce musique jazz flottant dans l'air chaud de l'été. Tran fronça les sourcils et son expression suffisance se fissura d'à peine 1 millimètre. Il baissa les yeux sur le document juridique puis les releva vers moi, clairement déconcerté par ma réaction. Il s'attendait probablement à ce que je pleure, que je lui jette un verre au visage ou que je négocie frénétiquement pour 20 000 $ au lieu de 10 000 $. Il était totalement impréparé à un amusement pur et sans mélange. Je ne tendis pas la main vers son lourd stylo en argent. Je ne jetai même pas un nouveau coup d'œil à cet accord de non-divulgation ridicule. À la place, je plongeai la main dans ma pochette en soie émeraude et en sortis mon téléphone personnel. Je déverrouillai l'écran et accédai à mon serveur crypté sécurisé. Tran m'observa les yeux plissés, un muscle de sa mâchoire tressautant tandis qu'il essayait de maintenir sa posture autoritaire. Je trouvai le dossier spécifique que j'avais organisé plus tôt dans la semaine et ouvris le premier document numérique. Je levai mon téléphone et tournai lentement l'écran pour qu'il lui fasse face directement. Je lui dis qu'il pouvait garder ses 10 000 $ car, vu son historique financier récent, il allait avoir besoin de chaque centime juste pour payer ses frais de déménagement. Tran plissa les yeux devant l'écran lumineux.
Il fallut quelques secondes à son cerveau pour traiter le texte noir et blanc qui le fixait. C'était une lettre officielle de l'une des sociétés de prêt à taux élevés les plus impitoyables de l'État. Je regardais la couleur quitter complètement son visage tandis que ses yeux balayaient le logo en haut de l'entête. Je lus le texte à voix haute pour lui, gardant une voix calme et conversationnelle comme si nous parlions de la météo. Je lui dis qu'il s'agissait d'un avis de refus formel pour un prêt relais à haut intérêt. Je tapotai l'écran et fis défiler vers le document suivant. Je lui dis que c'était une autre lettre de refus d'un prêteur en private equity rejetant sa demande désespérée de seconde hypothèque sur la propriété. Je fis défiler encore et encore, révélant 5 lettres séparées de 5 institutions de prêt prédatrices différentes. Chacune d'elles avait refusé ces demandes, invoquant un ratio dette-revenu catastrophique et 3 ans d'impôts fonciers impayés au niveau du comté. Je regardai Tran et souris. Je lui demandai si c'était cela la liquidité avancée du marché et la stratégie fiscale de haut niveau dont il se vantait juste avant. Tran recula soudain d'un pas. Ses chaussures en cuir coûteuses raclèrent bruyamment contre la terrasse en pierre. Sa poitrine se souleva et sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot n'en sortit. L'avocat d'entreprise arrogant qui venait d'essayer d'acheter mon silence pour $10 000 se tenait soudain devant moi, complètement exposé. Il comprit à cet instant précis que j'avais tout vu. Je savais pour l'hypothèque inversée. Je savais pour les défauts fiscaux. Je savais que l'immense manoir colonial en briques près duquel nous nous tenions était actuellement en saisie active. Il regarda autour du jardin magnifiquement décoré en pure panique, comme s'il s'attendait soudain à ce que la banque arrive et saisisse les tables du traiteur et le cochon rôti devant ses riches invités. Je remis mon téléphone dans ma pochette en soie et la refermai d'un coup sec. Le claquement net résonna dans l'espace silencieux entre nous. Je dis à Tran que les $10 000 qu'il venait de m'offrir étaient probablement la dernière limite restante sur sa dernière carte de crédit. Je lui dis qu'il était pathétique d'essayer de m'intimider pour que je signe un contrat pourri alors qu'il n'avait même pas les fonds réels pour le soutenir. Il se noyait, au lieu de demander de l'aide, il avait essayé de m'entraîner sous l'eau avec lui en me forçant à entrer dans une fiducie familiale frauduleuse. Je lui dis qu'il n'était rien d'autre qu'un homme désespéré et fauché portant un costume sur mesure pour cacher son échec total en tant que pourvoyeur et gestionnaire financier. Tran leva les mains en signe de défense et regarda autour des haies pour s'assurer que personne ne m'avait entendu. Sa voix grave et autoritaire avait complètement disparu. Il parla dans un murmure dur et frénétique. Il me demanda comment j'avais obtenu ces documents. Il exigea de savoir si j'avais piraté son ordinateur personnel. Je souris simplement et secouai la tête. Je lui dis qu'il devrait rappeler à son beau-frère, Julian, de se déconnecter de ses comptes email quand il laisse traîner ses vieux appareils électroniques chez moi. Tran ferma les yeux et laissa échapper un souffle tremblant, réalisant que Julian était le maillon faible qui avait fait s'effondrer tout leur empire de mensonges. Il avait l'air complètement vaincu. La posture agressive avait disparu et ses épaules s'affaissèrent sous le poids invisible de sa dette massive. Il me regarda avec des yeux fous et désespérés et essaya même de négocier depuis une position de totale faiblesse. Il me supplia de baisser la voix. Il me supplia de ne pas montrer ses lettres à Grégory ou aux clients d'entreprise près de la piscine. Il dit que si son cabinet d'avocats découvrait qu'il demandait secrètement des prêts prédatoires, sa trajectoire vers le partenariat serait complètement détruite. Il dit qu'il ferait n'importe quoi si je partais simplement et gardais leur secret. Il promit que ni lui, ni Vanessa, ni Loretta ne me contacteraient plus jamais. Il suppliait littéralement pour sa vie professionnelle. Je le regardais avec un dégoût absolu. Je lui dis qu'il avait passé toute la semaine à essayer de détruire ma carrière avec de faux rapports de lanceurs d'alerte et à essayer de m'humilier publiquement devant ma communauté. Je lui dis qu'il n'avait pas le droit de dicter les termes de sa propre reddition. Je lui rappelai qu'il avait invité mon patron et mes clients à cet événement de réseautage bidon pour faire étalage de son héritage. Je dis que j'allais simplement permettre à ses invités de découvrir la vraie vérité derrière sa richesse générationnelle. Je le contournai, le laissant figé dans l'ombre des hautets. Le premier énorme domino était enfin tombé, et j'étais prête à pousser tous les autres jusqu'au sol. Je sortis de l'ombre des haies et revins sur la pelouse ensoleillée. Je laissai Tran là dans le noir, complètement paralysé par la réalité de sa vie financière ruinée. Le groupe de jazz live terminait un morceau instrumental entraînant, et les notes flottaient doucement dans l'air chaud de l'après-midi. Les serveurs en chemise blanche impeccables continuaient de se faufiler dans la foule, offrant des verres de champagne frais à mes collègues d'entreprise fortunés et aux dames de l'église qui cancanaient. Je pris un verre frais sur un plateau argenté qui passait et en bus une lente gorgée délibérée.
Le champagne était vif et froid, contrastant parfaitement avec l'anticipation brûlante qui montait dans ma poitrine. Je scrutais la foule et remarquai que Julien se tenait maintenant près du bord de la terrasse en pierre. Il ajustait nerveusement son col et regardait autour de lui comme s'il voulait s'échapper de sa propre fête. Mais avant qu'il ne puisse s'esquiver, sa mère s'avança au centre de la terrasse, tenant une flûte en cristal et une cuillère à dessert en argent. Loretta leva le verre haut dans les airs et commença à taper sur le côté avec la lourde cuillère en argent. Le son métallique aigu trancha le bruit ambiant du jardin. Le groupe de jazz s'arrêta immédiatement et les conversations murmurées des invités s'estompèrent lentement en un silence expectatif. Tout le monde tourna son attention vers la matriarche de la famille. Loretta rayonnait absolument. Elle portait un chapeau à large bord et une robe florale éclatante qui hurlait « Vieil argent ». Elle regarda la foule composée de ses amis d'église, de ses voisins et de mes collègues d'entreprise avec une expression d'autorité royale suprême. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui venait de se passer derrière les hautets. Elle ne savait pas que son gendre, Tran, hyperventilait actuellement dans les buissons. Elle pensait sincèrement qu'elle contrôlait entièrement le récit et que c'était son moment parfait pour me détruire publiquement une fois pour toutes. Loretta se racla la gorge et sourit chaleureusement au public. Elle parla d'une voix forte et projetée qui porta parfaitement à travers la pelouse impeccablement entretenue. Elle commença par remercier tout le monde d'être venu dans leur beau domaine historique pour célébrer l'héritage durable de leur famille. Elle parla de l'importance de la communauté et de la foi pour elle et de combien elle était reconnaissante d'être entourée d'invités aussi distingués. Elle veilla à hocher spécifiquement la tête en direction de mon patron, Grégory, et de mes puissants clients d'entreprise, s'assurant qu'ils se sentent dûment honorés. Puis son sourire se transforma en une expression de profonde tristesse performative. Elle posa une main sur son cœur et baissa légèrement la voix, juste assez pour forcer tout le monde à se pencher et à écouter attentivement. Elle dit à la foule que la semaine passée avait été incroyablement difficile pour sa précieuse famille. Elle dit qu'ils avaient enduré une turbulence émotionnelle choquante qui avait mis leur foi et leur force à l'épreuve. Elle ne pointa pas vers moi, mais elle tourna légèrement son corps de sorte que la moitié de la foule suivit naturellement son regard jusqu'à l'endroit où je me tenais, tenant mon champagne. Elle dit à tout le monde que parfois nous essayons d'étendre la grâce et la charité à des gens de milieux inférieurs, en espérant pouvoir les élever à notre niveau de classe et de dignité. Elle dit tristement, certaines personnes sont simplement trop brisées et instables pour supporter les pressions de la haute société et de la vraie richesse générationnelle. Elle utilisa même l'expression « âme tourmentée » pour me décrire devant mon propre patron. Elle affirma que la famille avait essayé de sauver une jeune femme confuse, mais que sa grave fragilité mentale avait causé une scène tragique à l'hôtel. Elle soupira lourdement et secoua la tête, jouant le rôle d'une sainte blessée mais pardonnante. Elle dit aux invités que bien qu'ils prient pour ma guérison mentale, ils refusaient absolument de laisser mon comportement erratique ternir le nom de leur famille ou arrêter leur progression. Les dames de l'église hochèrent la tête avec sympathie et murmurèrent leur accord. Quelques-unes me lancèrent des regards apitoyés. Mon patron, Grégory, avait l'air extrêmement mal à l'aise en tenant son verre et en fixant le sol. Il connaissait la vérité sur mes finances, mais il ne savait pas comment réagir à ce théâtre public bizarre. Je ne bronchais pas. Je restais simplement là dans ma robe en soie émeraude, prenant une autre gorgée calme de mon champagne. Mon absence totale de réaction émotionnelle sembla agacer Loretta, mais elle passa rapidement outre pour arriver à son grand final. Son visage s'illumina à nouveau d'un sourire triomphant éclatant. Elle leva les mains et annonça que malgré les récentes ténèbres, le Seigneur avait déjà béni leur famille d'une énorme amélioration. Elle dit que son fils bien-aimé Julien méritait une femme de vraie lignée, une femme qui comprenait les nuances d'une éducation appropriée et partageait leur statut social d'élite. Elle fit un geste fier vers les lourdes portes en bois de la terrasse. Une jeune femme sortit au soleil. Elle portait une robe rose pâle conservatrice et des boucles d'oreilles en perles, ayant l'air de sortir tout droit d'un catalogue de country club. Loretta la présenta fièrement à la foule comme la nouvelle compagne de Julien. Elle veilla à souligner son nom complet et sa lignée, annonçant bruyamment que son père était un chirurgien éminent et incroyablement riche dans le meilleur hôpital de la ville. La nouvelle fille sourit nerveusement et s'approcha de Julien. Elle passa son bras autour de sa taille et posa sa tête contre son épaule. Elle avait l'air complètement naïve, totalement inconsciente qu'on la paradait comme la nouvelle hôtesse financière d'une famille de parasites fauchés. Julien avait l'air absolument misérable. Il força un sourire raide et maladroit pour la foule, mais ses yeux balayaient frénétiquement le jardin à la recherche de Tran, qui manquait toujours. Loretta leva son verre une dernière fois et proposa un toast au nouveau départ,
aux vraies valeurs familiales et à laisser les bagages toxiques dans le passé. La congrégation de l'église éclata en acclamations enthousiastes. Ils applaudirent bruyamment et levèrent leurs verres en solidarité avec Loretta. Les invités d'entreprise fortunés offrirent des applaudissements polis de golf, pas tout à fait sûrs de ce qu'ils célébraient, mais suivant la foule. Loretta me regarda directement par-dessus le bord de son verre en cristal. Ses yeux brûlaient d'un triomphe malveillant pur. Elle croyait vraiment qu'elle venait de porter le coup fatal final. Elle pensait avoir prouvé avec succès à mon réseau professionnel que j'étais une femme folle et rejetée tout en sécurisant simultanément une nouvelle cible fortunée pour son fils. Le volume pur des applaudissements résonna contre les murs en briques du manoir saisi. Je laissai les applaudissements me submerger et leur permis de savourer leurs quelques secondes de fausse victoire. La scène était maintenant parfaitement prête et le public était complètement captivé. Je regardai au-delà de Loretta et vis le grand système de divertissement extérieur qu'ils avaient loué pour la fête. Il y avait un immense écran de projecteur installé près de la terrasse affichant un diaporama en boucle de vieilles photos de famille. Je posai mon verre de champagne vide sur un plateau passant et commençai à marcher lentement vers l'avant de la foule. Les invités s'écartèrent légèrement tandis que je passais parmi eux. La soie émeraude de ma robe capta la brise de l'après-midi. Je gardai ma posture parfaitement droite et mon expression entièrement sereine. Je vis la fille du jeune médecin me regarder avec un mélange de curiosité et de légère peur, se demandant probablement qui j'étais et pourquoi je ne réagissais pas comme une ex-fiancée au cœur brisé devrait le faire. Julien me vit marcher vers l'avant et son faux sourire disparut complètement. Il essaya de retirer son bras de la nouvelle fille, mais elle s'accrocha fermement, inconsciente de sa panique croissante. Loretta baissa son verre en me voyant approcher de la terrasse. Son sourire triomphant vacilla une seconde, mais elle se reprit rapidement, serra la mâchoire et me fusilla du regard. Elle supposa que j'avançais pour provoquer une scène larmoyante ou supplier Julien de me pardonner devant la foule. Elle était prête à appeler sa sécurité embauchée et à me faire traîner physiquement hors de la pelouse pour compléter mon humiliation publique. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de me tendre le microphone parfait pour lâcher la plus grosse bombe de toute leur vie. Je m'arrêtai juste à côté de la table du matériel audiovisuel. Je plongeai la main dans ma pochette et en sortis mon téléphone, me préparant à prendre le contrôle total de leur précieux héritage. La table audiovisuelle était installée à quelques pieds seulement du bord de la terrasse en pierre. Elle supportait un ordinateur portable argenté élégant connecté au grand projecteur extérieur. Le diaporama en boucle de leur fausse famille parfaite projetait des images brillantes de vacances passées et de dîners au country club sur le grand écran blanc. Je marchai directement jusqu'à la table. Le jeune technicien son portant un polo noir leva les yeux vers moi avec une expression interrogative. Je souris poliment et lui demandai de s'écarter juste un moment. Il hésita, mais mon ton ne laissait absolument aucune place à la négociation. Je débranchai le câble de connexion du côté de leur ordinateur portable et le branchai directement sur mon propre appareil. Les images brillantes de l'enfance de Julien disparurent soudain de l'immense écran. Pendant une fraction de seconde, l'écran devint complètement noir avant de clignoter en bleu vif tandis que mon serveur crypté se synchronisait avec le projecteur. Loretta remarqua le changement soudain d'éclairage. Elle arrêta sa pose triomphante et fixa l'écran bleu vide. Puis elle baissa les yeux et me vit debout à côté de la table du matériel tenant le câble de connexion. Son visage se tordit en un masque hideux de pure indignation. Elle pensa que j'essayais de ruiner son précieux diaporama par jalousie mesquine. Elle serra si fort sa flûte de champagne en cristal que je crus que la tige délicate allait se briser dans ses mains. Elle fit un pas vers moi, mais j'étais déjà en mouvement. Je contournai la table et montai gracieusement les 3 marches basses en pierre jusqu'à la terrasse principale. Ma robe en soie émeraude flottait derrière moi tandis que je marchais directement vers le support de microphone où Loretta se tenait encore. La foule observait dans un silence complet et retenu. Ils s'attendaient tous à une énorme dispute hurlante. Ils pensaient que l'ex-fiancée folle et rejetée allait enfin craquer et faire une crise devant le riche médecin et sa fille. Loretta pencha son corps devant le support de microphone, essayant de me bloquer physiquement pour m'empêcher de l'atteindre. Elle me siffla à voix basse, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Elle me dit que je me ridiculisais et que je devais quitter sa propriété immédiatement avant qu'elle n'appelle la police pour me faire traîner dehors. Je ne ralentis même pas le pas. Je m'avançai droit sur elle, envahissant son espace personnel avec une autorité calme et totale. Je baissai les yeux vers ses yeux furieux et paniqués et tendis simplement la main. Je pris le microphone en douceur directement dans son support. Loretta eut un hoquet et recula d'un demi-pas,
complètement désarmé par mon absence totale de peur. Je lui tournai le dos et fis face à l'immense foule d'invités. Je regardai par-dessus la mer de visages. Je vis mon patron, Grégory, près de la piscine, le front plissé par une profonde concentration. Je vis les dames de l'église serrant leurs sacs à main. Je vis Julien figé près du bar, sa nouvelle petite amie, convenable, toujours accrochée à son bras avec une expression de totale confusion sur le visage. Et enfin, je vis Tran émerger de l'ombre des haies, ressemblant à un homme marchant vers son propre exécution. La scène était entièrement à moi. Je portais le microphone à mes lèvres. Je ne criais pas. Je ne laissais pas ma voix trembler. Je parlais avec le rythme fluide et maîtrisé d'une directrice d'entreprise dirigeant une salle de conseil. Je dis à la foule que Loretta venait de prononcer un discours vraiment émouvant. Je dis qu'il était inspirant de l'entendre parler avec tant de passion de l'importance des valeurs familiales et de la construction d'un héritage durable. Je dis aux invités que dans le monde à haut risque du private equity, on parle beaucoup d'héritage aussi. J'expliquais qu'un véritable héritage repose sur des fondations solides, sur la transparence et sur un travail acharné réel. Je laissais mes mots flotter dans l'air un instant. Tout le jardin était si silencieux qu'on pouvait entendre le doux bruissement du vent dans les chênes. Je tournai légèrement la tête et regardai directement Loretta, qui se tenait à quelques pas, me fixant avec une horreur absolue. Je parlais directement dans le microphone, m'assurant que chaque personne sur la pelouse entende parfaitement mes mots suivants. Je dis, Loretta a absolument raison sur la valeur précieuse de cet héritage familial. C'est juste une immense honte que votre héritage appartienne maintenant entièrement à moi. La réaction fut instantanée. Un hoquet collectif parcourut la foule. Les riches cadres échangeaient des regards perplexes. Les dames de l'église cessèrent de s'éventer et fixaient bouche bée. La nouvelle petite amie de Julien lâcha son bras et fit un pas prudent en arrière, sentant clairement que quelque chose n'allait pas du tout. Julien avait l'air sur le point de vomir là, sur la terrasse en pierre. Loretta expira bruyamment. Elle exigea de savoir de quoi je parlais. Elle me cria d'arrêter de dire des absurdités et de descendre de sa scène. Elle regarda la foule et essaya de rire nerveusement, leur disant que ma maladie mentale me faisait halluciner. Elle dit que j'inventais des mensonges vicieux pour ruiner le jour spécial de son fils parce que j'étais une femme amère et rejetée. J'ignorais son babillage frénétique. Je tins mon téléphone dans ma main gauche et tapotai l'écran de verre. Derrière moi, l'immense écran de projection extérieure blanc s'alluma. Le fond bleu lumineux disparut et fut instantanément remplacé par une image haute définition massive d'un document légal fortement caviardé. Le texte noir et blanc austère dominait la terrasse, parfaitement visible pour chaque invité sur la pelouse verte. L'entête en majuscules grasses tout en haut du document était absolument impossible à manquer. Il indiquait « Avis officiel de saisie et de saisie de propriété ». Je fis un pas lent et calculé sur le côté pour que tout le monde ait une vue parfaitement claire et dégagée de l'écran. Je vis les yeux de mon patron, Grégory, parcourir le texte légal complexe et s'écarquiller soudain dans une compréhension totale. C'était un maître de la haute finance et des acquisitions d'entreprises, et il ne lui fallut qu'une fraction de seconde pour réaliser exactement ce qu'il regardait. L'illusion soigneusement construite du grand domaine générationnel fut instantanément brisée en 1 million de morceaux irrécupérables. La riche famille aristocratique fut soudain exposée comme un groupe de fraudeurs désespérés et ruinés vivant sur du temps emprunté dans une maison qu'ils ne possédaient plus techniquement. La vérité laide et indéniable était enfin au grand jour, et je ne faisais que commencer. Je restais là, tenant le microphone, laissant le poids pur du document projeté s'imprégner dans l'esprit de chaque personne sur cette pelouse. Le document à l'écran n'était pas une simple lettre d'avertissement ou un avis préliminaire, c'était l'acte final exécuté de saisie. Je pointai le deuxième paragraphe où le montant total de leur dette en défaut était imprimé en encre noire grasse. Je lus les chiffres à voix haute, délibérément et lentement, au cas où quelqu'un au fond du vaste jardin aurait du mal à voir l'écran. J'annonçai que le domaine avait accumulé plus de 300 000 $ d'impôts fonciers impayés et de défauts sur des prêts prédateurs au cours des 3 dernières années. Les murmures dans la foule devinrent de plus en plus forts. Les gens pointaient l'écran du doigt et se chuchotaient frénétiquement, secouant la tête dans une incrédulité totale. Je fis glisser mon doigt sur le verre de mon téléphone et l'image à l'écran changea pour un deuxième document légal. Celui-ci était le certificat officiel de transfert de propriété du greffier du comté. Je dis à la foule qu'exactement 6 mois plus tôt, la banque d'origine en avait enfin assez d'attendre son argent et avait décidé de vendre la mauvaise dette à une société de private equity pour récupérer rapidement ses pertes.
J'expliquai que ma société se spécialise dans l'analyse et l'acquisition d'actifs en difficulté de haute valeur. Lorsque l'adresse spécifique de ce magnifique domaine générationnel avait traversé mon bureau, je n'avais tout simplement pas pu résister à cette opportunité d'investissement en or. J'avais créé une société à responsabilité limitée privée et acheté l'ensemble du portefeuille de dettes en espèces sans sourciller. Je marquai une pause et regardai directement Loretta. Son visage était complètement blême, et toute la couleur vive avait disparu de ses joues. Elle secouait lentement la tête d'avant en arrière, incapable de saisir l'ampleur de sa ruine absolue. Je parlais clairement dans le microphone, lui disant que j'étais la seule directrice générale de cette exacte société à responsabilité limitée. Je lui dis que je n'avais pas simplement remboursé sa dette par faveur, mais que j'avais légalement acquis l'acte complet de la propriété. Je lui dis que chaque brique de cette demeure coloniale historique, chaque brin d'herbe sur cette pelouse impeccablement entretenue, et chaque goutte d'eau dans cette piscine scintillante m'appartenait désormais exclusivement. Je n'étais pas un cas de charité ni un chien errant entrant sur sa propriété. J'étais la propriétaire légale, lui accordant gracieusement l'autorisation d'organiser une dernière fête désespérée sur mes terres. Julien émit un gémissement pathétique. Il avait l'air sur le point de s'effondrer complètement sous son propre poids. Il comprit enfin pourquoi j'étais si incroyablement indifférente à ses petites exigences d'aliments et à ses frais sur carte de crédit volés. Il réalisa que pendant qu'il utilisait secrètement mes cartes pour acheter des costumes de marque bon marché, j'achetais tranquillement le toit au-dessus de sa tête. Mais je n'avais pas fini. Je tournai mon attention vers le côté de la terrasse où Tran se tenait complètement figé. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un énorme camion lancé à pleine vitesse. Je l'appelai par son nom complet. La foule s'écarta immédiatement, créant une ligne de vue claire et dégagée entre lui et moi. Je tins fermement le microphone et le regardai droit dans les yeux. Je lui dis que puisqu'il aimait tant m'expliquer la loi, j'avais une mission légale spéciale rien que pour lui. Je lui dis qu'il se vantait toujours de son brillant esprit juridique et de sa profonde compréhension de la protection d'actifs. Je souris d'un sourire froid, dur et calculateur. Je dis à Tran d'utiliser ce vocabulaire juridique coûteux pour expliquer exactement à sa femme ce que signifie un avis d'expulsion de 30 jours. Le hoquet qui jaillit de la foule fut absolument assourdissant. C'était un mélange lourd de pur choc et de délices scandaleux. Les dames de l'église saisirent physiquement leurs colliers de perles et se couvrirent la bouche. Mes collègues d'entreprise me regardaient avec un respect nouveau, réalisant la précision létale absolue de ma vengeance financière. Vanessa poussa un cri à glacer le sang. Elle lâcha son verre de champagne en cristal sur la terrasse en pierre dure où il se brisa en dizaines de morceaux scintillants et irréguliers. Elle se jeta vers Tran, saisissant les revers de son costume sur mesure coûteux et hurlant droit dans son visage, exigeant de savoir si ce que je disais était vrai. Tran ne pouvait même pas la regarder. Il fixait simplement le sol, le visage pâle et en sueur abondante, confirmant tout sans dire un seul mot. Le chaos sur la pelouse était une perfection absolue. Mais la réaction la plus satisfaisante vint du riche médecin et de sa fille. Le chirurgien distingué se fraya un chemin jusqu'au premier rang de la foule, le visage rouge sombre de fureur intense. On lui avait promis une alliance avec une prestigieuse famille aristocratique. Au lieu de cela, il se retrouvait dans le jardin d'une maison saisie, entouré de fraudeurs ruinés qui étaient activement expulsés par l'ex-fiancée puissante qu'ils avaient arrogantement tenté d'extorquer. Le médecin ne dit pas un seul mot à Loretta ni à Julien. Il saisit simplement la main de sa fille avec une poigne farouche et protectrice. La jeune fille en robe rose pâle avait l'air absolument terrifiée tandis que son père la traînait de force loin de Julien. Elle trébucha légèrement sur ses talons, mais son père ne ralentit pas. Il la fit marcher droit à travers la pelouse vers les immenses grilles en fer forgé, laissant Julien complètement seul et totalement abandonné par tous ceux qu'il avait essayé d'impressionner. Je restais sur la terrasse à regarder la destruction incroyable de leur faux empire. Je n'avais pas crié ni donné un seul coup de poing. J'avais simplement utilisé leur propre arrogance et leur énorme dette pour démonter complètement leur vie. Je reposai le microphone sur le support. Je m'éloignai de la table d'équipement audio et regardai la destruction absolue se dérouler sous mes yeux. Vanessa sortit enfin de son état paralysé. Elle se jeta à travers la terrasse en pierre et saisit Tran par le col de sa veste de costume sur mesure. Elle lui cria d'une voix si forte et stridente qu'elle résonna sur toute la pelouse impeccablement entretenue. Elle exigea de savoir comment il avait pu lui mentir pendant 3 ans sur l'hypothèque inversée et les impôts fonciers impayés. Elle frappa sa poitrine avec ses poings fermés, abandonnant complètement sa fausse persona d'hôtesse sudiste sophistiquée.
Tran essaya de saisir son poignet pour l'empêcher de le frapper, mais elle était complètement déchaînée. Elle pleurait et hurlait qu'il avait ruiné sa vie et l'avait humiliée devant toute sa congrégation d'église. Loretta essaya d'intervenir, mais elle tremblait si fort qu'elle tenait à peine debout. Les invités riches qui n'avaient pas déjà fui vers leur voiture restaient autour à regarder la riche famille aristocratique se déchirer complètement. Le personnel du traiteur cessa de servir la nourriture coûteuse et commença maladroitement à s'éloigner des tables de service. Le groupe de jazz live commença immédiatement à ranger ses instruments, ne voulant pas être associé au spectacle massif d'avidité et de trahison qui rattrapait enfin les hôtes. Julian vit sa sœur attaquer physiquement son beau-frère et sa mère sangloter de manière incontrôlable dans ses mains. Il réalisa à cet instant précis que tout son filet de sécurité avait complètement disparu. La fiducie familiale dont il se vantait constamment n'était qu'une pure invention. La richesse générationnelle qu'il utilisait pour me rabaisser n'était rien d'autre qu'une montagne de dettes prédatrices. Il tourna lentement la tête et me regarda. Ses yeux étaient complètement injectés de sang et des larmes coulaient librement sur son visage. Le riche médecin était déjà parti avec la nouvelle petite amie, convenable, laissant Julian entièrement isolé. Il trébucha à travers la terrasse vers moi, ressemblant à un homme complètement brisé. Il se fichait que mes collègues d'entreprise le regardent ou que les dames de l'église restantes le fixent avec une pitié pure. Il combla la distance entre nous et tomba réellement à genoux sur la terrasse en pierre dure. Il tendit la main et saisit l'ourlet de ma robe en soie émeraude. Il sanglota bruyamment, me suppliant de lui pardonner pour tout. Il dit qu'il avait été incroyablement stupide et qu'il n'avait suivi le contrat familial que parce que Tran et Vanessa l'y avaient poussé. Il me supplia de lui donner une dernière chance de prouver qu'il pouvait être un bon mari. Il dit que nous pourrions emménager dans ma maison et recommencer, loin de sa famille toxique. Il promit qu'il trouverait un vrai travail et me rembourserait les dettes sur carte de crédit qu'il avait accumulées en secret. Il pleura et me dit qu'il m'aimait et qu'il ne pouvait pas survivre sans moi. Je baissai les yeux vers lui agenouillé à mes pieds, pleurant sur la fortune massive qu'il venait de perdre. Je ne ressentais absolument rien pour lui. Il n'y avait ni tristesse ni affection persistante. Il n'y avait qu'un soulagement profond que j'ai échappé à son emprise parasitaire avant qu'il ne soit trop tard. Je retirai calmement le tissu soyeux de ma robe de ses mains tremblantes. Je lui dis qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il aimait la sécurité financière que je lui apportais. Je lui dis de se lever et d'arrêter de s'humilier parce que je ne financerai plus jamais son faux mode de vie. Je reculai et levai ma main droite, faisant signe aux 2 agents de sécurité privés que j'avais embauchés plus tôt dans la semaine. C'étaient des hommes massifs vêtus de costumes noirs impeccables, et ils sortirent immédiatement de l'ombre de l'arche en briques. Ils se placèrent de chaque côté de moi, créant un bouclier humain impénétrable entre moi et l'homme désespéré et pleurant au sol. Je dis à Julian qu'il avait exactement 30 jours pour emballer ses costumes bon marché et quitter ma propriété avant que le shérif du comté n'arrive pour les expulser physiquement tous. Je lui tournai le dos et commençai à descendre le long chemin en pierre vers les grilles d'entrée. Les agents de sécurité marchaient étroitement derrière moi, s'assurant que personne de la famille n'essayait de me suivre. Je sortis par les immenses grilles en fer forgé et remis mon ticket au voiturier. Je montai dans ma voiture et partis, laissant derrière moi les décombres en flammes de leur faux empire. Quand je rentrai dans ma maison moderne et calme, je me versai un verre d'eau pétillante et allai directement dans mon bureau à domicile. L'humiliation publique au barbecue était la vengeance parfaite pour les dommages émotionnels qu'ils avaient essayé de m'infliger, mais il me restait encore un détail à régler. Tran avait utilisé l'adresse email de son cabinet d'avocat d'entreprise pour envoyer ce tuyau anonyme de lanceur d'alerte essayant de me faire enquêter pour détournement fédéral. Il avait essayé de détruire complètement ma vie professionnelle et de me mettre en prison fédérale juste pour protéger son ego fragile. J'ouvris mon serveur crypté et téléchargeai les 5 lettres de refus des prêteurs d'argent dur. Je téléchargeai aussi la preuve numérique que Tran avait falsifié des documents de vérification de revenus dans une tentative désespérée d'obtenir ses prêts prédateurs. Il avait ouvertement utilisé l'entête de son cabinet pour légitimer ses demandes frauduleuses. Je rédigeai un email très détaillé et joignis chaque pièce de preuve. Je l'adressai directement aux associés gérants seniors de son prestigieux cabinet d'avocats et mis en copie leur comité interne d'éthique et de conformité. J'appuyai sur envoyer et fermai mon ordinateur portable, ressentant un profond sentiment de finalité. Le lendemain matin, j'allai au travail comme d'habitude. Vers 10 heures, mon patron, Grégory, entra dans mon bureau avec un immense sourire. Il me dit qu'il venait de parler à un collègue senior chez le cabinet de Tran. Il dit que Tran avait été convoqué dans le bureau du partenaire exécutif dès son arrivée au travail.
Il l'avait confronté avec les demandes de prêts frauduleuses et les documents de revenus falsifiés que j'avais fournis. Dans le monde élite du droit d'entreprise, la fraude financière est une infraction immédiate et impardonnable qui détruit toute la réputation du cabinet. Tran n'eut pas la chance d'expliquer ou de démissionner discrètement. Il fut licencié sur le champ, déchu de son habilitation de sécurité, et escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité d'entreprise armés devant tout son département. Sa carrière juridique était complètement et définitivement terminée. Exactement 30 jours passèrent depuis l'après-midi du désastreux barbecue familial. Je me réveillai tôt un mardi matin, me versai une tasse fraîche d'espresso, et vérifiai mon agenda. Aujourd'hui était la date légale officielle pour l'expulsion. J'avais demandé à mon équipe de gestion immobilière d'entreprise de s'occuper de la transition physique du domaine, mais une petite partie de moi avait besoin de le voir de mes propres yeux pour enfin clore ce chapitre de ma vie. Je m'habillai d'un tailleur pantalon beige confortable mais chic, pris mes clés de voiture, et traversai la ville vers le quartier historique. Je ne m'engageai pas dans la longue allée. Au lieu de cela, je garai ma voiture de l'autre côté de la rue à l'ombre d'un immense vieux chêne. Je baissai ma vitre juste assez pour sentir la brise matinale chaude et regarder le dernier acte de leur faux empire se jouer. La vaste demeure coloniale en briques paraissait entièrement différente sans les voitures de luxe louées et les tentes de traiteurs coûteuses cachant ses défauts. Garé maladroitement juste sur la pelouse avant impeccablement tondue se trouvait un grand camion de déménagement rouillé. La rampe métallique lourde était abaissée et reposait sur l'allée en béton. Il n'y avait aucun déménageur professionnel en vue. Tran était complètement hors jeu. Après avoir été licencié publiquement et totalement déshonoré, il avait demandé un divorce rapide pour essayer de sauver ce qui restait de sa misérable vie professionnelle, laissant Vanessa gérer seule les ruines financières. Donc, c'était juste Vanessa, Julian et Loretta qui faisaient le gros du travail eux-mêmes. Je regardais Julian lutter pour porter un matelas bon marché et tâcher dans les escaliers avant. Son visage était rouge et couvert de sueur. Il portait de vieux vêtements de sport, ne ressemblant absolument plus à l'homme arrogant qui exigeait que je paie ses costumes de marque. Il lâcha son bout du matelas sur l'herbe et s'appuya contre le côté du camion de déménagement, haletant pour reprendre son souffle. Vanessa sortit en trombe par la porte d'entrée, portant un carton rempli d'ustensiles de cuisine. Elle cria à Julian d'arrêter d'être paresseux et de l'aider à soulever une lourde commode en bois. Ses reflets blonds parfaits étaient en désordre, et ses vêtements coûteux étaient couverts de poussière. L'hôtesse sudiste sophistiquée avait entièrement disparu, remplacée par une femme épuisée et amère confrontée à la dure réalité de l'extrême pauvreté. Puis Loretta sortit sur le porche. C'était presque choquant de la voir. Elle ne portait ni son chapeau violet vif d'église ni ses robes florales élégantes. Elle portait un pull oversize délavé et un pantalon simple. Elle tenait une seule photo encadrée dans ses mains, la serrant fort contre sa poitrine. Elle se tint au bord du porche et regarda le vaste domaine qu'elle avait menti si désespérément pour garder. Elle avait l'air complètement brisée. Elle avait passé toute sa vie adulte à terroriser ses enfants et à manipuler tout le monde autour d'elle pour maintenir l'illusion de la richesse générationnelle. Maintenant, elle était forcée de quitter son quartier adoré et de déménager dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier difficile de la ville. Ils allaient devoir partager une minuscule salle de bain et trouver comment survivre sans mes cartes de crédit pour financer leur delusion. Je restai dans ma voiture et les regardai charger les dernières boîtes dans le camion sale. Je ne ressentis pas une once de pitié pour eux. Ils avaient creusé leur propre tombe avec leur avidité et leur cruauté implacable. Ils m'avaient vu comme rien de plus qu'un actif à exploiter et à vider. Quand ils avaient réalisé que je ne jouerais pas le rôle de la servante obéissante, ils avaient essayé de détruire ma carrière et de m'humilier publiquement. Mais ils avaient sous-estimé mon intelligence et mon refus absolu d'être une victime. Je remontai ma vitre, passai la marche avant et m'éloignai du trottoir. Je ne regardais pas en arrière dans le rétroviseur. Le domaine appartenait maintenant à ma société de private equity, et il serait rénové et revendu avec un profit massif dans les 6 prochains mois. Je quittai les rues calmes de banlieue et me dirigeai droit vers le cœur animé du quartier financier du centre-ville. Au cours du mois passé, j'avais fait quelques changements majeurs de mon côté. J'avais vendu ma belle maison de banlieue à une charmante jeune famille et décidé que je voulais vivre plus près du ciel. Je garai ma voiture dans le garage souterrain sécurisé de la plus haute tour résidentielle en verre de la ville et pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes en acier s'ouvrirent silencieusement, m'accueillant dans mon tout nouveau penthouse de luxe. Tout l'appartement était enveloppé de fenêtres en verre du sol au plafond, offrant une vue panoramique dégagée sur l'horizon et l'eau bleue profond du port.
Je traversai les sols en bois dur poli et sortis sur la vaste terrasse privée. La ville s'étendait à l'infini en dessous de moi, bourdonnant d'énergie et de possibilités. Je m'appuyai contre la rambarde en verre épais et pris une profonde inspiration de l'air vif en altitude. Ils voulaient que je sois leur servante pour acheter une place à leur table. Ils voulaient que je me rapetisse, que je cache mon succès, et que je leur remette les fruits de mon travail acharné juste pour être accepté par des gens qui n'avaient absolument rien de valeur à offrir. J'ai décidé d'acheter tout le bâtiment à la place. J'ai appris la leçon la plus dure mais la plus précieuse de toute ma vie, ne jamais se rapetisser pour entrer dans une famille qui ne valorise que ce qu'elle peut extraire de vous. Votre valeur n'est pas déterminée par la quantité d'abus que vous pouvez endurer silencieusement ni par le nombre de factures que vous pouvez payer pour des gens qui refusent de vous respecter. Je restais là à profiter du silence parfait de ma nouvelle maison, me sentant complètement en sécurité et entièrement maîtresse de mon propre destin. Le voyage avait été incroyablement difficile, mais la destination était plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour protéger votre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires.